Le fils de la femme de ménage répondit à un appel d'Allemagne. Il n'avait que 12 ans. Il n'aurait pas dû être là. Il attendait simplement que sa mère termine son service. Quelques minutes plus tard, le plus gros contrat du millionnaire du SEO était sauvé, et cela changea tout. Sophie ajusta ses gants pour la 3e fois avant de quitter la maison. Ce n'était pas de la nervosité sans raison. Le service supplémentaire pendant la journée tournait toujours mal. La nuit, elle passait presque inaperçue. De jour, tout était plus exposé. Les regards, les exigences, le risque. Léo observait sa mère en silence, assis à la petite table de la cuisine, son sac à dos posé entre ses pieds. 12 ans, trop de calme pour son âge. Il tenait un cahier à la couverture usée, de ceux qui n'attirent l'attention de personne. Et il ne le voulait pas. « C'est juste pour aujourd'hui », dit Sophie sans regarder son fils. L'agent d'entretien habituel avait manqué, et on avait demandé un renfort. « Il y a une réunion importante là-bas » Léo hocha la tête. Il ne posa aucune question. Il avait déjà appris que les questions ne payaient pas les factures en retard. L'immeuble de la société s'élevait, impressionnant, de loin. Hautes baies vitrées, façade miroitante. Les gens entraient pressés, comme si le temps y était plus précieux que partout ailleurs en ville. Sophie respira profondément avant de franchir la porte-tambour. À l'accueil, l'air conditionné était trop froid. L'agent de sécurité demanda la carte d'identité professionnelle, vérifia le nom, et ce n'est qu'alors qu'il remarqua Léo. « Il va rester avec moi », dit Sophie rapidement avant qu'il ne puisse parler. L'homme fronça les sourcils. Il ne peut pas circuler, qu'il reste dans un coin et qu'il ne touche à rien. Sophie le remercia plus que nécessaire. Léo ne dit pas un mot. L'ascenseur monta en silence, jusqu'à l'étage des services. Lorsque les portes s'ouvrirent, l'atmosphère était déjà différente. Des gens marchaient vite, des voix tendues, des gobelets de café accumulés sur des tables improvisées. Ce n'était pas un jour ordinaire. « Reste là !» Sophie désigna une chaise contre le mur du couloir. « Ne te lève pas. Ne parle à personne. » Léo s'assit docilement, posa son sac à dos sur ses genoux et ouvrit son cahier plus par habitude que par envie. Les pages étaient remplies de notes simples, de mots isolés, de quelques phrases courtes que personne ici ne reconnaîtrait. Elles étaient en allemand, la langue que mémé Ingrid lui avait enseignée depuis tout petit. Sophie poussa le chariot de nettoyage avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit. Malgré tout, une femme en talons hauts passa rapidement et lui lança un regard sévère. « Ce n'est pas l'heure du nettoyage », réclama-t-elle sans s'arrêter. « Excusez-moi », répondit Sophie en baissant la tête. De l'autre côté du couloir, une grande salle vitrée attirait l'attention. À l'intérieur, des hommes et des femmes bien habillés parlaient à voix basse, mais avec urgence. L'un d'eux marchait de long en large, téléphone portable à la main, l'expression fermée. Guillaume Lefebvre ne criait pas, il n'en avait pas besoin. Sa seule présence faisait le travail pour lui. « Aujourd'hui, ça ne peut pas mal tourner », dit-il sèchement. « Si ce contrat tombe à l'eau, les conséquences seront graves. » Personne ne répondit, ils se contentèrent d'acquiescer. Sophie nettoyait le sol près de la porte fermée lorsqu'elle entendit des mots isolés s'échapper de la salle. Allemagne. Confirmation. Délai. Elle ne comprenait pas le contexte, mais elle en sentait le poids. Le genre de poids qui rend l'air plus dense. Léo écouta aussi. Pas tout, juste assez pour percevoir que quelque chose de sérieux était en jeu. Il baissa les yeux vers son cahier à nouveau, passa les doigts sur un mot écrit au crayon, presque effacé. Quelque chose que sa grand-mère répétait souvent à la maison avec un accent prononcé et un sourire triste. Léo referma lentement le cahier. Le chariot de nettoyage fit un bruit plus fort en passant sur un joint du sol. « Pouvez-vous faire plus attention ?» Quelqu'un réclama du fond du couloir. « Oui, monsieur », répondit Sophie, pressée. Elle sentait son corps tendu. Toute erreur ici semblait plus grande qu'elle ne l'était réellement. Tout faux pas pouvait coûter son service ou son emploi. Un employé sortit de la salle de réunion, parlant au téléphone, le visage rougi, et faillit percuter Léo. Il s'arrêta en le voyant assis là. « C'est une garderie maintenant ?» commenta-t-il à voix haute, provoquant des rires gênés de ceux qui passaient. Sophie écouta, feignit l'indifférence. Léo sentit son visage lui brûler, mais il ne réagit pas. Il baissa seulement la tête. Dans la salle, la tension augmentait. Des papiers éparpillés, des gens parlant en même temps, quelqu'un disant que le temps s'épuisait. Guillaume frappa la table une seule fois. Si personne ne résout ça, il ne sert plus à rien de chercher un discours. Le silence qui suivit fut lourd. Sophie reçut alors un ordre rapide. « J'ai besoin que vous nettoyiez cette zone de support maintenant. Il va y avoir du mouvement là-bas. » Elle hocha la tête et poussa le chariot vers l'espace indiqué, près des salles les plus importantes. Léo se leva de sa chaise et suivit quelques pas derrière.
comme sa mère lui avait appris depuis le début, sans attirer l'attention, sans occuper d'espace. Le couloir semblait plus petit là, plus étroit, plus surveillé. L'air portait une sensation étrange, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Léo s'appuya contre le mur, observant. Sophie nettoyait rapidement, le cœur battant. Aucune des deux ne savait exactement quoi, mais toutes deux le sentaient. À cet étage, quelque chose d'important ne tenait qu'à un fil, et elles étaient juste au milieu, même sans être vues. L'étage exécutif semblait mal respirer ce matin-là. La climatisation fonctionnait, mais personne ne semblait à l'aise. Des gobelets de café s'accumulaient sur les tables, sans être touchés. Des écrans allumés montraient des graphiques et des chiffres que personne n'avait le temps d'analyser calmement. L'horloge au mur avançait cruellement. Guillaume Lefebvre entra dans la salle de réunion sans saluer personne, retira sa veste, la laissa sur la chaise et posa ses mains sur la table de verre. « On recommence », dit-il directement. « Je veux cette présentation parfaite avant l'appel. » Personne ne répondit. Ils commencèrent simplement à bouger. Une analyste ouvrit les diapositives. Un autre employé réorganisa des documents imprimés. Un troisième ajusta le projecteur comme si cela allait résoudre quelque chose. Le problème n'était pas dans le matériel. Il était dans le temps. L'entreprise allemande a déjà reporté 2 fois, continua Guillaume. Aujourd'hui, c'est la confirmation finale. Soit nous concluons, soit ils chercheront un autre partenaire. L'interprète a confirmé ? Demanda quelqu'un avec prudence. Guillaume lança un regard sévère. Il a dit qu'il serait disponible. Il a dit « Ce n'était pas la même chose qu'il est ». Tous le savaient, mais personne n'osa le dire à voix haute. En dehors de la salle, Sophie nettoyait le sol avec des mouvements rapides. Le chariot grinçait doucement, mais cela semblait trop fort dans cette atmosphère tendue. Elle passait la serpillière et feignait de ne pas écouter, mais les voix traversaient le verre. La marge est correcte ? S'il questionne la clause, nous sommes exposés. Le service juridique a déjà revu cela. Sophie ne comprenait pas les termes, mais elle reconnaissait le ton. C'était le même ton que lorsque l'argent ne suffisait pas, que lorsque le mauvais choix coûtait cher. Léo observait de loin. Appuyé contre le mur, il sentait que ce n'était pas un jour ordinaire. Les gens ne parlaient pas fort, mais ils parlaient avec urgence, comme si tout retard pouvait faire s'effondrer quelque chose de trop grand pour être reconstruit. Un employé sortit de la salle pressé, le portable à l'oreille. « Je n'en ai pas besoin maintenant », dit-il en essayant de contrôler sa voix. « C'est aujourd'hui, ça ne peut pas être après », raccrocha-t-il frustré et retourna à l'intérieur. L'interprète ne répond pas, informa-t-il à voix basse, mais suffisamment audible. Guillaume ferma les yeux pendant une seconde, une seule. Lorsqu'il les rouvrit, l'expression était encore plus dure. « Le motif ne m'intéresse pas, dit-il. Trouvez quelqu'un. Nous pouvons essayer le service externalisé, suggéra une femme assise au fond. J'ai déjà essayé, répondit un autre. La centrale est hors service. Un silence inconfortable s'installa. Alors, improvisez, dit Guillaume. Vous saviez depuis la semaine dernière que cet appel allait avoir lieu. Sombras, now Mansi, Middeskampling, Grand Mansin. Nous parlons anglais, tenta quelqu'un. Guillaume pencha la tête, impatient. Ils ne veulent pas d'anglais, ils veulent de la clarté, et ils la veulent en allemand. Du couloir, Sophie s'éloigna un peu de la porte. Elle ne voulait pas paraître curieuse, elle ne voulait pas paraître présente, elle avait juste besoin de finir le travail. « Vous faites trop de bruit », réclama un homme en passant à côté d'elle, désignant le chariot. « Excusez-moi », dit Sophie une fois de plus. Léo serra les poings dans son sac à dos, il ne dit rien. Dans la salle, la tension augmentait à mesure que le temps passait. Quelqu'un ouvrit un courriel récent et lut à voix haute, traduisant sommairement. « Ils disent qu'ils ont besoin de confirmer aujourd'hui, sinon ils clôturent le processus. » Guillaume s'appuya à nouveau sur la table. « Écoutez bien, dit-il d'une voix ferme. Si ce contrat tombe à l'eau, ce ne sera pas juste un chiffre dans le rapport. Il y aura des coupes. Il y aura des conséquences. » Personne ne bougea. « Je ne le répéterai pas, compléta-t-il. Dehors, Sophie sentit son estomac se serrer. Cette phrase n'était pas pour elle, mais elle frappait quand même. Coupe, conséquences, des mots qu'elle connaissait trop bien. Un employé passa en courant dans le couloir, manquant de percuter Léo. Il ne s'excusa même pas. Il se recroquevilla un peu plus contre le mur. « Maman », appela-t-il doucement. « Pas maintenant », répondit Sophie sans regarder. Léo ouvrit lentement son cahier, pas pour étudier, juste pour se calmer. Il parcourut des yeux quelques mots écrits à la main, souvenirs d'après-midi passés chez Mémé. Des sons familiers, des intonations qui ne collaient pas avec cet immeuble, mais qui insistaient à exister. Dans la salle, quelqu'un testa le haut-parleur du téléphone.
Le son résonna dans le couloir pendant quelques secondes avant d'être coupé. « Quand ils appelleront, quelqu'un devra répondre, » dit Guillaume. « Et vite ? » « Mais qui ?» demanda l'analyste tendu. Guillaume respira profondément. « Je ne sais pas, » répondit-il, « mais quelqu'un devra le résoudre. » Dehors, Sophie continua de pousser le chariot. Léo se leva et la suivit en silence. Le couloir semblait encore plus étroit là, plus silencieux, comme si tout l'immeuble attendait que quelque chose se produise. Léo s'arrêta près du mur, serrant son sac à dos. Son cœur battait vite, sans qu'il sache exactement pourquoi. Dans la salle, Guillaume regarda l'horloge. « Ils vont appeler d'un moment à l'autre, dit-il. » Personne ne répondit. Le problème était posé et personne ici ne semblait prêt à le résoudre. Le son du téléphone coupa l'air de la salle comme une alarme. Il n'était pas fort, mais il était insistant. Un son sec, répétitif, que personne ne semblait vouloir entendre. Tous se regardèrent en même temps. Guillaume Lefebvre fut le premier à réagir. « Répondez », dit-il sans élever la voix. Personne ne bougea. Le téléphone sonna de nouveau. Une analyste tendit la main avec hésitation, comme si l'appareil pouvait mordre. Elle le porta à son oreille, écouta pendant 2 secondes et pâlit. « C'est de l'allemand », dit-elle en couvrant le microphone. « Il parle déjà. » Guillaume ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, il était visiblement plus tendu. « Passez-le à quelqu'un », ordonna-t-il. L'analyste se tourna vers ses collègues presque en suppliant. « Quelqu'un ici comprend ?» Silence. « Je reconnais quelques mots », risqua un homme, « mais je ne peux pas répondre. » Le téléphone restait ouvert. De l'autre côté, la voix parlait vite, sans patience. « Raccrochez », suggéra quelqu'un en panique. Guillaume frappa la main sur la table. « Non », dit-il. « Si nous raccrochons, c'est fini. » Dans le couloir, Sophie poussait le chariot de nettoyage vers la zone de support indiquée quelques minutes auparavant. Elle essayait de se déplacer rapidement, mais la nervosité la gênait. Chaque pas semblait décalé par rapport à cet endroit. Léo marchait quelques pas derrière, comme toujours. Il observait plus qu'il ne marchait. Le son de la voix traversa le verre de la salle et parvint amorti dans le couloir. Il n'était pas possible de tout comprendre, mais le ton était clair. Irrité, fatigué, définitif. Léo ralentit le pas. L'employé reparla maintenant en français avec le téléphone toujours à l'oreille. « Il demande quelque chose que je n'arrive pas à comprendre clairement, » dit-elle presque en chuchotant. « Il demande « Qu'est-ce qui manque exactement pour le contrat ?» dit Guillaume sèchement. Elle tenta. « Excuse-moi » commença-t-elle en anglais. La réponse vint immédiatement, plus acerbe. Elle éloigna le téléphone de son oreille. « Il a dit quelque chose comme quoi il ne veut pas d'anglais » expliqua-t-elle. Guillaume passa la main sur son visage et l'interprète demanda, bien qu'il connût déjà la réponse. « Il ne répond toujours pas » répondit quelqu'un. L'employé essaya de maintenir l'appel en vie, répétant des phrases vagues demandant un moment. Alors que les secondes s'écoulaient dans le couloir, Léo s'arrêta complètement. Le son de la voix de l'autre côté venait maintenant par le haut-parleur improvisé, activé sans le vouloir, lorsque l'employé tenta de modifier une configuration. Léo comprit une phrase complète, puis une autre. Son cœur s'accéléra. « Maman » appela-t-il doucement. Sophie se retourna immédiatement, effrayée. « Pas maintenant, Léo. » Mais l'enfant ne regardait pas sa mère. Il regardait vers la salle de réunion. « Il dit qu'il va raccrocher » murmura-t-il, sans se rendre compte qu'il parlait plus fort qu'il ne le voulait. Sophie sentit le sol disparaître. « Léo, tais-toi » chuchota-t-elle presque en panique, mais quelqu'un dans la salle entendit. « Quoi » demanda un des cadres en ouvrant la porte vitrée. « Qui a dit ça » Léo déglutit, sentit tous les regards se poser sur lui d'un coup. « C'est lui » demanda un autre en fronçant les sourcils. « Le fils de la femme de ménage. » Sophie lâcha la serpillière sur le chariot. « Excusez-moi » dit-elle rapidement. « Il ne sait pas ce qu'il dit. »« Si, je sais » répondit Léo d'une voix faible. Il a dit raccrocher. Le silence qui se forma fut différent de tous les autres de cette journée. Ce n'était pas de la tension, c'était de l'étrangeté. Guillaume s'approcha de la porte, observant l'enfant comme s'il n'avait pas été là avant. « Tu comprends l'allemand » demanda-t-il directement. Léo hésita, regarda sa mère. Sophie était pâle. « Un peu » répondit-il. « Je l'ai appris avec ma grand-mère. »« Ce n'est pas un jeu » dit un cadre. « Nous parlons d'un contrat de plusieurs millions. »« Je sais » répondit Léo en baissant les yeux. « C'est pour ça que j'ai parlé. » Le téléphone était toujours ouvert. La voix de l'autre côté répétait quelque chose avec une impatience croissante. L'employé tenait l'appareil à 2 mains sans savoir quoi faire. « Réponds à ça » dit Guillaume soudainement.
Ce n'était pas une demande gentille, c'était un ordre fatigué. L'employé tendit le téléphone dans sa direction, mais Guillaume ne le prit pas. Il regarda Léo. « Tu as dit que tu comprenais. Parle. Qu'est-ce qu'il dit maintenant ?» Léo respira profondément. « Il demande s'il y a quelqu'un ici qui parle allemand, » répondit-il. « Et s'il n'y en a pas, il va raccrocher. » Un des cadres laissa échapper un rire nerveux. « C'est absurde. » Guillaume ne rit pas. Le téléphone fit un petit déclic de l'autre côté. L'appel menaçait de tomber. Léo fit un pas en avant, sans s'en rendre compte. « Je peux répondre ?» dit-il. « Non, » répondit quelqu'un immédiatement. « C'est une affaire d'adulte. »« C'est un enfant, » dit un autre. « C'est de la folie. » Sophie sentit ses jambes trembler. « Léo, viens ici, » demanda-t-elle presque en pleurant. Mais le téléphone sonna de nouveau. Un bref avertissement. « Dernière chance, » dit la voix de l'autre côté, maintenant audible même pour celui qui ne comprenait pas l'allemand. Léo reconnut les mots, le ton, la décision. Il regarda Guillaume. « Il va raccrocher, » dit-il maintenant. Guillaume regarda l'enfant pendant 2 secondes trop longues. Puis il regarda autour de lui. Il vit une salle remplie d'adultes préparés, bien payés, incapables de répondre. « Laissez-le parler, » dit Guillaume. « Si ça tourne mal, la responsabilité m'incombe, » coupa-t-il. « Mais si nous raccrochons maintenant, c'est fini de toute façon. » L'employé approcha le téléphone de Léo, main tremblante. Le couloir semblait trop petit pour cette décision. Léo ferma les yeux pendant 1 seconde. Il se souvint de sa grand-mère, de la façon dont elle corrigeait la prononciation avec patience. Il ouvrit les yeux. « Bonjour », dit-il en allemand. Presque parfait, avec une voix trop ferme pour un enfant de 12 ans. Tous se figèrent, et le silence qui vint ensuite n'était plus de la peur, c'était du choc. La première réponse de Léo ne vint pas rapidement, elle vint avec prudence. « Bonjour », répéta-t-il maintenant un peu plus fermement. « Un instant, s'il vous plaît. » La voix de l'autre côté de la ligne s'arrêta. Dans la salle, personne ne bougea. Il n'y eut ni célébration ni étonnement audible, seulement ce silence inconfortable qui surgit lorsque quelque chose d'inattendu se produit et que personne ne sait comment réagir. Guillaume observait l'enfant avec attention. Il n'y avait pas d'émotion sur son visage, il y avait du calcul, de l'évaluation. Il savait que c'était le genre de moment qui pouvait tout résoudre ou empirer définitivement. « Demande ce dont ils ont besoin maintenant », dit-il doucement, presque comme s'il ne voulait pas être entendu. Léo hocha légèrement la tête. Il ne regarda pas en arrière, il ne chercha pas sa mère. Le téléphone tremblait un peu dans sa main, mais il garda la voix stable. « Qu'est-ce qui est encore nécessaire pour la confirmation ?» demanda-t-il en allemand. La réponse vint trop longue. Léo fronça les sourcils un instant, non pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il devait organiser mentalement ce qu'il écoutait. C'étaient des termes plus techniques que ceux auxquels il était habitué. Il respira profondément. « Il dit qu'il a besoin de confirmer 2 points, traduisit-il. Un délai et une clause sur la responsabilité. » Un murmure parcourut la salle. « Quelle clause ?» demanda un cadre, ouvrant déjà un document. Léo revint au téléphone et demanda avec prudence. L'homme répondit plus rapidement maintenant, moins agressif, toujours impatient, mais attentif. Léo écouta jusqu'à la fin. « C'est sur le retard de livraison », expliqua-t-il. « Ils veulent une garantie formelle par écrit encore aujourd'hui ?» Guillaume fit un geste rapide de la main. « Dis-lui que le département juridique est déjà en train d'ajuster ça et que nous enverrons le courriel dans quelques minutes. » Léo hocha la tête. Mais il hésita avant de répéter. Quelque chose dans la phrase devait être ajusté. Il le savait. « Attends, » dit-il doucement. « Si je dis ça, ça ressemble à une vague promesse. » Guillaume le regarda fixement. « Alors, comment le dirais-tu » Léo réfléchit pendant 2 secondes. « Je dirais que le document est déjà en révision finale et que l'envoi est programmé, » répondit-il. « Pas que nous allons essayer. » Guillaume hocha la tête lentement. Ça a du sens. Léo revint au téléphone. La réponse vint plus courte. Cette fois, le ton de l'autre côté avait changé. Ce n'était plus de la menace, c'était de la négociation. Léo relâcha un peu ses épaules sans s'en rendre compte. « Il veut savoir qui parle ?» traduisit-il. Un des cadres laissa échapper un rire nerveux. « Dis-lui que c'est » commença quelqu'un. Guillaume l'interrompit. « Dis ton prénom » Léo déglutit. « Mon nom est Léo » dit-il. Il y eut une pause. La réponse vint plus douce qu'avant. « Il a demandé si j'étais le responsable de la négociation » traduisit-il confus. Guillaume s'approcha d'un pas. « Dis que tu assistes l'équipe responsable » orienta-t-il. Léo répéta en choisissant bien ses mots. L'homme répondit quelque chose qu'il ne comprit pas immédiatement. Un mot lui échappa. Il ferma les yeux pendant 1 seconde. « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît » demanda-t-il en allemand.
Un peu plus lentement. La salle entière retint sa respiration. La répétition vint plus claire. Léo comprit. Il veut le nom de celui qui signe le contrat, dit-il en regardant Guillaume. Moi, répondit celui-ci sans hésiter. Léo informa. La conversation se poursuivit pendant quelques minutes de plus. Elles ne furent pas longues, mais elles parurent éternelles pour ceux qui regardaient de l'extérieur. Léo ne fit pas de discours. Il n'essaya pas d'impressionner. Il répondit, traduisit, confirma seulement. À un certain moment, il faillit se confondre avec un terme légal. Il s'arrêta au milieu de la phrase. « Attends », dit-il doucement, couvrant le microphone avec sa main. « Cette partie, confirmez-la moi. » Un avocat s'approcha rapidement, montra le document. « C'est bien ça. » Léo hocha la tête et reprit. De l'autre côté de la ligne, l'homme respira profondément. Léo. Il l'entendit clairement. Il a dit qu'il va attendre le courriel, traduisit-il, et que s'il le reçoit aujourd'hui, le processus continue. Guillaume fit un signe au département juridique. Maintenant, la dernière phrase de Léo vint tranquillement. Nous confirmerons par écrit dans quelques minutes. Nous vous remercions de votre patience. Il éloigna le téléphone de son oreille. Le clic sec de l'appel terminé résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Pendant quelques secondes, personne ne dit rien. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de célébration, seulement des personnes se regardant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Qui est cet enfant ?» murmura quelqu'un presque sans voix. Léo sentit le poids du silence retomber sur lui. Le téléphone était toujours dans sa main. Il le rendit à l'employé avec soin, comme si c'était quelque chose de trop fragile. « Je peux y aller ?» demanda-t-il doucement. Sophie fit un pas en avant immédiatement. « Nous partons déjà », dit-elle pressée, la voix tremblante. Guillaume leva la main. « Un instant » demanda-t-il. Sophie se figea. Guillaume regarda Léo à nouveau. Maintenant, il n'y avait plus de calcul. Il y avait quelque chose de plus difficile à définir. « Tu as dit que tu l'avais appris avec ta grand-mère » commenta-t-il. Léo hocha la tête. « Oui, monsieur. Je veux mieux comprendre cela » dit-il ensuite en choisissant ses mots. Léo hocha la tête, sans savoir si c'était bon ou mauvais. En dehors de la salle, le département juridique tapait déjà frénétiquement. Le contrat n'était pas encore conclu, mais il n'était pas perdu, et tous le savaient. Rien ne serait plus comme avant, après ce moment. Le soleil n'entrait plus avec la même force par les fenêtres lorsque Sophie termina le dernier couloir. L'immeuble était plus silencieux. La course du matin était derrière elle, remplacée par une fatigue contenue, de celles qui viennent après une tension prolongée. Léo était assis sur une des chaises de la zone de support, serrant son sac à dos contre sa poitrine. Il ne parlait pas. Depuis qu'ils avaient quitté la salle de réunion, personne n'avait dit exactement ce qui allait se passer. Il savait juste qu'il n'avait pas encore été renvoyé. « Tu vas bien ?» demanda Sophie à voix basse, tandis qu'elle rangeait la serpillière dans le chariot. Léo hocha la tête sans grande conviction. « Je vais bien. » En réalité, il ne savait pas comment le dire. Son corps était là, mais sa tête était encore piégée dans cet instant où tous les adultes s'étaient arrêtés pour l'écouter. Il n'aimait pas cette sensation. Il n'aimait pas être le centre, encore moins dans cet endroit. Un assistant apparut quelques minutes plus tard. « Monsieur Guillaume a demandé que vous attendiez, » dit-il d'un ton neutre. « Il vous appelle bientôt. » Sophie sentit son estomac se nouer. « Maintenant ?» demanda-t-elle à peine. L'homme s'éloigna sans attendre de réponse. Sophie s'assit à côté de son fils, passa la main dans ses cheveux dans un geste automatique, essayant de se calmer elle-même plus que l'enfant. « Que Dieu le veuille !» murmura-t-elle. Léo ne répondit pas. Il pensait à sa grand-mère, à la façon dont elle disait que lorsqu'on fait quelque chose de bien, on ne comprend pas toujours pourquoi sur le moment, mais on comprend après. Presque une heure passa avant que le même assistant ne revienne. « Vous pouvez entrer. » Le bureau de Guillaume Lefebvre était plus petit que Léo ne l'imaginait. Il n'avait rien de grandiose. Un bureau trop ordonné, 2 chaises devant, une fenêtre avec vue sur la ville, un espace fonctionnel, froid, mais pas hostile. Guillaume était sans sa veste, les manches de sa chemise retroussées. Il semblait plus fatigué que puissant. « Vous pouvez vous asseoir », dit-il en désignant les chaises. Sophie s'assit avec précaution, comme si elle occupait une place qui ne lui appartenait pas. Léo s'assit à côté d'elle, gardant les mains sur son sac à dos. Pendant quelques secondes, personne ne parla. « J'ai dit tout à l'heure que je voulais mieux comprendre », commença Guillaume, rompant le silence. « Et je veux toujours, non pas pour reprocher, mais pour comprendre. » Sophie serra les doigts. « Nous ne voulions pas causer de problème, » dit-elle rapidement. « Je sais que je ne devais pas amener mon fils, mais ce n'était que pour aujourd'hui. C'était une faveur que j'ai demandée. » Guillaume leva la main l'interrompant. «
Ce n'est pas ça, dit-il. C'est réglé. Il reporta son regard sur Léo. Tu as l'air très jeune pour porter ce genre de responsabilité, commenta-t-il. Léo haussa les épaules. Je ne voulais pas de responsabilité, répondit-il. Je ne voulais juste pas que ça tourne mal. Guillaume hocha la tête lentement. Tu as parlé de ta grand-mère, dit-il. Raconte-moi calmement. Léo respira profondément. Il n'aimait pas parler de cette partie de sa vie avec des étrangers, mais quelque chose dans le ton de Guillaume n'était pas invasif, c'était attentif. Elle est venue d'Allemagne quand elle était jeune, commença-t-il. Elle s'est mariée ici, mais elle ne s'est jamais vraiment sentie d'ici. Sophie observait en silence. Cette histoire n'était pas nouvelle, mais entendre son fils la raconter lui donnait une autre dimension. Elle disait que si elle arrêtait de parler allemand, elle allait disparaître, continua Léo. Alors, elle parlait avec moi tout le temps, de choses simples, de la journée, de la nostalgie. Guillaume écoutait sans interrompre. Je restais avec elle presque toutes les nuits, dit Léo. Ma mère travaillait. Nous dînions ensemble, elle m'enseignait des mots comme on enseigne l'affection. Léo hésita un instant avant de continuer. Quand elle est tombée malade, elle a arrêté de sortir de la maison, dit-il. Mais elle a continué de me parler, même fatiguée, même faible. Sophie déglutit. C'est elle qui est restée quand le père de Léo est parti, compléta-t-elle. Nous nous sommes soutenus comme nous pouvions. Guillaume détourna le regard vers la fenêtre un moment. Elle est toujours en vie ? demanda-t-il. Non, répondit Léo d'une voix faible. Ça fait 2 ans. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était respectueux. Alors, dit Guillaume, revenant vers lui, tu n'as pas appris l'allemand pour l'utiliser, tu l'as appris pour ne pas perdre quelqu'un. Léo hocha la tête. Je crois que oui. Guillaume respira profondément, croisa les mains sur le bureau. Aujourd'hui, tout le monde dans cette salle était préparé, dit-il. Diplôme, poste, expérience. Et pourtant, personne n'a pu résoudre. Il fit une pause. Toi, tu as pu parce que tu as écouté avant, pendant très longtemps. Sophie sentit ses yeux s'embuer, mais elle ne dit rien. Je ne crois pas aux coïncidences, continua Guillaume. Je crois au contexte, et votre contexte est dur. Il se pencha en arrière sur sa chaise. J'ai encore besoin de finir certaines choses aujourd'hui, dit-il. Mais je veux clarifier une chose. Sophie se raidit. Ce qui s'est passé ne sera pas ignoré, affirma-t-il. Non comme une faveur, non comme une charité. Léo serra la sangle de son sac à dos. Je ne veux rien, dit-il rapidement. Guillaume sourit légèrement. Pas un sourire facile, un sourire fatigué. Je sais, répondit-il. Et c'est justement pour ça que je veux réfléchir calmement à ce qui vient après. Il se leva. Demain ou après-demain, je vous rappelle, dit-il sans hâte, sans panique. Sophie se leva également, incertaine. Merci de ne pas, commença-t-elle sans savoir comment terminer. Devoir, compléta-t-il. Elle hocha la tête. Guillaume ouvrit la porte. Parfois, dit-il, on ne se rend compte de ce qu'on a que lorsqu'on a failli le perdre. Dans le couloir, Sophie et Léo marchèrent ensemble en silence. L'immeuble semblait autre maintenant, pas moins froid, mais différent. « Maman », dit Léo déjà près de l'ascenseur. « J'ai bien fait. » Sophie s'arrêta. Elle regarda son fils avec fermeté. « Tu as bien fait », répondit-elle. « Même si rien d'autre ne se passe. » Léo respira profondément. Il ne savait pas ce qui viendrait ensuite, mais pour la première fois depuis le matin, il n'avait pas peur de ce qu'il avait fait. Le lendemain matin, l'entreprise se réveilla différemment. Pas plus calme, juste moins chaotique. La crise n'avait pas été oubliée, mais elle avait été contenue. Le contrat allemand exigeait encore des ajustements, des révisions, des signatures. Rien n'était officiellement conclu. Pourtant, personne ne parlait plus d'effondrement. Guillaume Lefebvre arriva tôt, avant la plupart. Il entra dans l'immeuble sans longue salutation, comme il le faisait toujours. Mais quelque chose chez lui était hors norme. Ce n'était pas de l'anxiété, c'était de l'inconfort. Il passa directement par la réception et monta à son bureau. Il sortit son portable de sa poche et relut le courriel envoyé la veille. La confirmation des partenaires allemands était objective, sans éloge, sans enthousiasme, juste professionnelle. Ça fonctionnait comme ça dans le monde réel. Ça a toujours fonctionné. Pourtant, Guillaume ne pouvait pas se sortir une image de la tête. Un enfant assis dans un couloir tenant un vieux sac à dos, tandis que des adultes bien préparés se bloquaient face à un problème trop simple pour être ignoré. Il ferma son ordinateur portable plus fort qu'il ne le voulait. Peu après, il appela le département juridique, demanda le rapport, révisa les détails, confirma que tout était fait dans les délais. Lorsqu'il eut terminé, il posa ses coudes sur le bureau et resta là, immobile pendant quelques secondes. Ce n'était pas courant pour lui.
Sophie arriva au service supplémentaire à l'heure habituelle. Elle ne commenta rien avec personne. Elle enfila son uniforme, prit le chariot et commença le travail comme si rien ne s'était passé. C'était ainsi qu'elle survivait, en ne créant pas d'attente, mais les regards avaient changé. Une employée la salua de la tête. Un homme lui ouvrit de l'espace dans le couloir sans se plaindre. De petits gestes, rien d'explicite, pourtant différents. Sophie le remarqua. Elle feignit de ne pas le remarquer. Léo n'était pas là ce jour-là. L'école avait repris les cours. Le cahier était maintenant sur un pupitre simple dans une salle de classe ordinaire, tandis que sa mère traversait des couloirs qui semblaient inaccessibles jusqu'à hier. À la moitié de la matinée, Guillaume sortit de son bureau et marcha dans l'étage. Il n'annonça pas sa présence, il observa seulement. Il vit des employés concentrés, d'autres tendus, certains indifférents. Il passa par la zone de support, où la veille Sophie poussait le chariot avec trop de hâte. Il s'arrêta là un instant. « Sophie !» appela-t-il. Elle se retourna immédiatement, le cœur s'accélérant. « Oui, monsieur. » Guillaume remarqua le réflexe. Ce n'était pas du respect, c'était de la peur entraînée. « Pouvez-vous venir avec moi une minute ?» demanda-t-il. Sophie hésita juste le temps de lâcher la serpillière. Bien sûr. Ils marchèrent jusqu'à une petite salle éloignée de la zone principale. Ce n'était pas une salle de réunion, c'était presque un bureau secondaire, peu utilisé. « Asseyez-vous », dit Guillaume en désignant la chaise. Sophie s'assit avec précaution. « Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps », commença-t-il. « J'ai juste besoin de clarifier certaines choses. » Elle resta silencieuse. « Hier », dit Guillaume. « Vous vous êtes excusé plusieurs fois avant que quelqu'un ne dise quelque chose. » Sophie serra les mains sur ses genoux. « C'est l'habitude », répondit-elle. « On apprend à anticiper. » Guillaume resta silencieux quelques secondes. « Pourquoi avez-vous amené votre fils ?» demanda-t-il sans dureté. Sophie respira profondément. « Parce que je n'avais pas le choix », répondit-elle. L'école était fermée. J'avais besoin du service supplémentaire et j'avais besoin de garder mon emploi. Guillaume hocha la tête lentement. « Vous saviez que cela pouvait vous coûter votre travail. »« Je sais, » dit-elle, « mais parfois le risque existe déjà, même si on ne choisit pas. » La réponse resta en suspens. « Vous n'avez jamais parlé de ce que votre fils sait, » commenta Guillaume. « Je n'ai jamais pensé que cela importait, » répondit Sophie. « Pas pour ce genre d'endroit. » Guillaume se pencha en arrière sur sa chaise. « Ce genre d'endroit, » répéta-t-il, « c'est ce qui me dérange. » Il se pencha un peu en avant. « Hier, une salle pleine de professionnels s'est bloquée, » dit-il. « Non par incompétence, mais par structure, par habitude, par le fait d'assumer que certaines ressources viennent toujours des mêmes endroits. » Sophie ne répondit pas. « Votre fils n'a pas sauvé un contrat, » continua Guillaume. « Il a sauvé une conversation parce qu'il a écouté avant, parce qu'il n'a pas eu peur de paraître petit. » Sophie sentit ses yeux picoter, mais elle garda sa posture. « Ce n'était pas de la chance, » dit-il. « C'était du caractère et de l'attention. » Guillaume se leva. « Je ne vais pas faire semblant que ce n'est pas arrivé, » affirma-t-il. « Et je ne vais pas non plus en faire un spectacle. »« If you galon vesa, afezo. » Il marcha jusqu'à la porte, puis se tourna vers elle. « Je sais que je l'ai déjà dit, mais je veux que vous et votre fils reveniez ici un autre jour, calmement, en dehors de votre service, pour bien discuter. » L'estomac de Sophie se contracta. « Si c'est pour, » commença-t-elle. « Ce n'est pas un licenciement, » coupa-t-il, « ni un avertissement. » Elle le regarda, méfiante. « J'ai besoin de réfléchir, » continua Guillaume. « Et vous avez besoin de comprendre ce que cela signifie. » Sophie se leva. « Merci de m'avoir appelé, » dit-elle sans savoir si c'était bon ou mauvais. Guillaume ouvrit la porte. « Parfois, » dit-il, « l'entreprise a besoin d'être confrontée pour se souvenir de qui est à l'intérieur. » Sophie sortit de la salle, le cœur lourd, mais différent. Pas soulagé, pas plein d'espoir, juste attentif. À la fin de son service, elle appela Léo. « Il veut reparler avec nous ?» dit-elle. « C'est une bonne chose ?» demanda le fils de l'autre côté. Sophie regarda l'immeuble avant de répondre. « Je ne sais pas encore, » dit-elle, « mais c'est une chose sérieuse. » Léo resta silencieux pendant quelques secondes. « Alors d'accord, » répondit-il. « On y va ensemble. » Sophie raccrocha et respira profondément. Certaines portes ne s'ouvrent pas d'un coup. Elles grincent d'abord. Et Guillaume le savait. S'il ignorait ce grincement, il ne sauverait pas un contrat. Il perdrait quelque chose de beaucoup plus grand. Guillaume ne fixa pas la conversation pour le lendemain. Il ne laissa pas non plus passer trop de temps. Il attendit juste assez pour que la poussière retombe, mais pas au point que cela ressemble à un oubli. 3 jours plus tard, il demanda qu'on contacte Sophie. « Monsieur Guillaume souhaiterait parler avec vous et votre fils », dit la voix de l'autre côté de la ligne.
Ça peut être demain après-midi. Sophie raccrocha, avec la sensation étrange de celui qui marche sur un terrain instable. Ce n'était pas une convocation formelle. Ce n'était pas non plus de la gentillesse. C'était quelque chose d'intermédiaire. Et cela la maintenait en alerte. Le lendemain, elle arriva plus tôt que l'heure convenue. Elle portait les mêmes vêtements simples que d'habitude, mais elle avait passé plus de temps que la normale à les choisir. Léo marchait à ses côtés, sac à dos sur le dos, expression fermée. Il n'avait pas peur, il était méfiant. Ils furent conduits dans une salle plus petite, loin des zones de réunion et des couloirs les plus fréquentés. Un espace neutre avec une table simple, 3 chaises et une fenêtre latérale. Guillaume était déjà là lorsqu'ils entrèrent. « Merci d'être venu, dit-il en se levant. Vous pouvez vous asseoir. » Il n'y avait pas de formalité exagérée, pas non plus d'intimité, seulement de la clarté. Guillaume attendit qu'ils s'installent avant de continuer. « J'ai beaucoup réfléchi depuis ce jour. » Il commença. Non seulement au contrat, mais à ce qui s'est passé autour de lui. Sophie garda les mains croisées sur ses genoux. Léo regardait la table. « Ce que ton fils a fait n'était pas commun, dit-il. Mais ce n'était pas non plus un miracle, c'était une conséquence. » Léo leva les yeux, confus. « Conséquence de quoi ?» demanda-t-il. « Du temps, » répondit Guillaume. « De l'écoute, de l'attention. De quelque chose qui n'est généralement pas valorisé dans des environnements comme celui-ci. » Il respira profondément avant de continuer. « Je ne veux pas transformer ça en belle histoire, » continua-t-il. « Ça ne me paraît juste ni pour vous ni pour moi. » Sophie déglutit. « Alors je vais être direct. » Il ouvrit un dossier et posa quelques papiers sur la table. « Léo, tu as 12 ans. Tu n'es pas un adulte, tu n'es pas un employé, et tu ne devrais pas porter des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. » Léo hocha la tête lentement. « C'est pour ça, » dit Guillaume, « que toute proposition que je fais n'est pas pour maintenant, elle est pour ce qui vient après. » Il glissa un des papiers dans leur direction. « Je veux t'offrir une bourse d'études qui inclut un enseignement solide des langues, » expliqua-t-il. « L'allemand inclus, avec matériel, transport et accompagnement pédagogique. » Léo ouvrit les yeux. « Je n'ai pas demandé ça, » dit-il rapidement. « Je sais, » répondit Guillaume. « C'est pour ça que je l'offre. » Sophie sentit son cœur battre fort. « Et ce n'est pas une faveur, » continua-t-il. « C'est un investissement, parce que le talent sans structure se perd. » Léo se mordit la lèvre inférieure. « Je ne veux pas que ma mère ait des problèmes à cause de moi, » dit-il. Guillaume se tourna vers Sophie. « Votre mère n'aura pas de problème, » affirma-t-il. « Au contraire. » Il sortit un autre document. « Sophie, je ne sais pas exactement comment fonctionne votre contrat actuel, » dit-il, « mais je sais qu'il n'est pas juste. » Sophie sentit son visage lui brûler. « Je travaille de nuit, » répondit-elle. « Je fais des extras quand on m'appelle et vous vivez à la limite, » compléta-t-il. « Ce n'est pas non plus durable, » expliqua-t-il, détaillant prudemment les options. Ajustement de service, embauche à durée indéterminée, CDI, dans l'équipe permanente. Avantages sociaux de base. Rien d'extraordinaire, rien qui ne ressemble à une récompense. Je n'offre pas d'argent en échange de ce qui s'est passé, dit-il. J'offre de la dignité pour que vous n'ayez pas à choisir entre travailler et protéger votre fils. Le silence envahit la salle. Léo regarda sa mère. Sophie ne savait pas quoi dire. Tout cela semblait trop grand pour être absorbé d'un coup. « Je ne sais pas si je peux accepter, » dit Sophie finalement. « Je n'ai jamais rien reçu de tel. » Guillaume hocha la tête. « Accepter n'est pas mendier, » répondit-il. « C'est reconnaître que quelqu'un a vu de la valeur, là où il n'y avait qu'une fonction. » Léo serra la sangle de son sac à dos. « Ma grand-mère, » commença-t-il en hésitant. « Elle aurait aimé ça. » Guillaume sourit légèrement. « J'imagine que oui. » Il se pencha en arrière sur sa chaise. « Je n'ai pas besoin de réponse maintenant, » dit-il. « Réfléchissez, discutez, revenez quand vous voulez. » Sophie respira profondément. « Et si nous disons non ?» demanda-t-elle. « Alors rien ne change, » répondit-il. « Mais j'espère que vous ne direz pas non. » Léo resta silencieux pendant quelques secondes, puis leva les yeux. « Si j'accepte, » dit-il, « c'est parce que je veux apprendre, pas parce qu'un jour j'ai répondu au téléphone. » Guillaume hocha la tête. « C'est exactement ce que j'espère. » Lorsqu'ils sortirent de la salle, le couloir semblait moins hostile, non pas plus accueillant, juste humain. Sophie marchait lentement, comme si elle avait encore peur que quelqu'un dise que tout cela était une erreur. Dans l'ascenseur, Léo rompit le silence. « Maman, dit-il, si nous acceptons, la vie va changer. » Sophie réfléchit avant de répondre. « Ça va changer, dit-elle. Mais pas parce que quelqu'un l'a voulu, mais parce que tu as ouvert une porte qui existait déjà. » Léo appuya sa tête contre la vitre de l'ascenseur.
Il ne savait pas exactement ce qui viendrait ensuite, mais il savait une chose, il ne reviendrait pas au même endroit qu'avant. Les jours suivants furent étranges. Sophie continua sa routine comme si rien n'avait changé, car en pratique, rien n'avait encore changé. Elle arrivait à son service, nettoyait les couloirs, évitait les regards, mais quelque chose bougeait en elle, une espérance silencieuse qu'elle n'osait nommer. Léo ressentait aussi cette étrangeté. À l'école, ses camarades parlaient de choses quotidiennes, de jeux vidéo, de séries, de commérages sans importance. Et il sentait qu'il portait quelque chose de différent. Maintenant, ce n'était plus de l'orgueil, c'était un poids. Le poids d'avoir fait quelque chose d'important sans l'avoir planifié. Un après-midi, lorsque Sophie rentra chez elle après son service, elle trouva Léo assis sur le canapé, le cahier ouvert, mais il n'écrivait pas. Il regardait seulement les pages. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en laissant son sac sur la table. Léo mit du temps à répondre. « Je pensais à mémé Ingrid, » dit-il, « à tout ce qu'elle m'a appris. » Sophie s'assit à côté de lui. Elle serait fière. Léo hocha la tête. « Mais je ne sais pas si je mérite tout ça. » Sophie le regarda fixement. « Il ne s'agit pas de mériter, Léo, il s'agit de saisir l'opportunité. » Il baissa les yeux. « J'ai peur de décevoir. » Sophie passa la main dans les cheveux de son fils. « Nous avons tous peur, » répondit-elle. « Mais la peur n'est pas une raison pour ne pas essayer. » Léo ferma le cahier. « Toi, tu vas accepter ce que M. Guillaume a offert ?» demanda-t-il. Sophie respira profondément. « Je ne sais pas encore, » admit-elle, « mais je pense que ce serait stupide de ne pas le faire. »« Alors, faisons-le, » dit Léo. « Ensemble. » Sophie sourit. « Ensemble, » répéta-t-elle. 2 jours plus tard, Sophie appela le numéro que Guillaume lui avait donné. La voix de l'autre côté la connecta directement avec lui. « Bonjour Sophie, » dit Guillaume. « Vous avez réfléchi ?»« Oui, » répondit-elle. « Nous voulons accepter. » Il y eut une brève pause de l'autre côté. « Je suis ravi de l'entendre, dit-il. Je vais commencer à tout organiser. Pouvez-vous venir lundi ?»« Oui, monsieur, » répondit Sophie. Lorsqu'elle raccrocha, elle sentit ses mains trembler. Non pas de peur, mais de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Léo était dans sa chambre lorsqu'elle entra. « C'est bon, dit-elle. Nous avons accepté. » Léo leva les yeux. « Et maintenant ?»« Maintenant, dit Sophie. On recommence. » Le week-end passa lentement. Sophie essaya de rester calme, mais l'anxiété la dominait. Elle nettoyait la maison plus que nécessaire. Elle organisait des choses qui étaient déjà organisées. Elle cuisinait avec plus d'attention que la normale. Léo, de son côté, passait des heures à relire son cahier. Les mots de sa grand-mère semblaient plus vivants maintenant, plus réels, comme si elle était là pour le guider. Le dimanche soir, Sophie s'assit avec Léo à la table de la cuisine. « Je veux que tu saches quelque chose, » dit-elle. « Ce qui vient ne va pas être facile. » Léo hocha la tête. « Je sais, il va y avoir des gens qui penseront que nous ne méritons pas ça, » continua-t-elle. « Que c'était de la chance, que c'était une coïncidence. » Léo la regarda fixement. « Et toi, qu'est-ce que tu penses ?» Sophie sourit légèrement. « Je pense que nous avons travaillé dur toute notre vie et que ce n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance. » Léo hocha la tête. « Alors, c'est bon. » Le lundi arriva avec une clarté étrange. Le ciel était dégagé, l'air frais. Sophie s'habilla avec plus de soin que la normale. Pas de vêtements élégants, juste propres, repassés, dignes. Léo se prépara aussi. Il rangea le cahier dans son sac à dos, comme il le faisait toujours. Il ne savait pas s'il en aurait besoin, mais cela lui donnait de la sécurité de l'avoir. Ils arrivèrent à l'immeuble avant l'heure convenue. L'agent de sécurité les reconnut cette fois. « Bonjour », dit-il avec un bref sourire. Sophie hocha la tête, surprise. « Bonjour ». Ils montèrent à l'étage où se trouvait le bureau de Guillaume. Cette fois, il n'y avait pas de tension dans l'air, seulement de l'attente. Lorsqu'ils entrèrent, Guillaume les attendait déjà. Il avait plusieurs documents sur le bureau, tous organisés avec précision. « Asseyez-vous, dit-il. Nous allons tout revoir calmement. » Ils passèrent l'heure suivante à passer en revue les détails. L'école pour Léo, le changement de contrat pour Sophie, les avantages, les horaires, les responsabilités. Tout était expliqué avec clarté, sans petites lignes, sans piège. « Avez-vous des questions ?» demanda Guillaume à la fin. Sophie hésita avant de parler. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle. « Vraiment ?» Guillaume se pencha en arrière sur sa chaise. « Parce que ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose, » répondit-il. « Cette entreprise a des ressources, elle a des gens qualifiés, elle a une structure, mais nous avons failli tout perdre parce que nous n'avons pas su voir ce que nous avions en face. » Il regarda Léo. « Ton fils n'a pas seulement résolu un problème. Il m'a montré que le talent est partout. Seulement parfois nous ne le cherchons pas aux bons endroits.
Sophie sentit ses yeux s'embuer. « Merci, dit-elle simplement. Guillaume hocha la tête. « Ne me remerciez pas encore. Le vrai travail commence maintenant. » Léo regarda les documents sur la table. « Quand est-ce que je commence à la nouvelle école ?» demanda-t-il. « La semaine prochaine, » répondit Guillaume. « Ils sont déjà au courant de ton arrivée. » Léo hocha la tête, sentant le poids de la réalité. C'était réel, ça se passait. Sophie signa les papiers d'une main tremblante. Chaque signature semblait clore une étape et en ouvrir une autre. Lorsqu'elle eut terminé, Guillaume lui tendit la main. « Bienvenue dans l'équipe permanente, » dit-il. Sophie lui serra la main, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'elle n'était pas invisible. Léo signa également les documents de la bourse. Sa signature était petite, tremblante, mais elle était là. Lorsqu'ils sortirent du bureau, le monde semblait différent. Rien n'avait changé dans la rue, dans l'immeuble, dans la ville, mais quelque chose en eux était différent. Dans l'ascenseur, Sophie serra son fils dans ses bras. « Nous avons réussi », murmura-t-elle. Léo hocha la tête contre l'épaule de sa mère. « Nous avons réussi », répéta-t-il. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, ils sortirent ensemble dans la rue. Le soleil brillait plus fort. Maintenant, la ville semblait plus claire, plus vivante. Sophie respira profondément. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas peur du lendemain. Léo marchait à ses côtés, sac à dos sur le dos, regardant devant lui. Il ne savait pas exactement ce qu'il attendait, mais il savait qu'il n'était pas seul, et cela suffisait. Cette nuit-là, Sophie appela sa sœur pour tout lui raconter. La conversation dura plus d'1 heure. Il y eut des larmes, des rires, de l'incrédulité. Lorsqu'elle raccrocha, Sophie s'assit sur le canapé et regarda autour d'elle. La maison était la même, petite, modeste, avec des murs qui avaient besoin d'être peints, mais maintenant elle semblait différente. Elle ressemblait à un point de départ, pas à une limite. Léo était dans sa chambre, écrivant dans son cahier. Pas de mots en allemand cette fois, mais des pensées en français. Des réflexions sur ce qui s'était passé, sur ce qui allait venir. Il écrivit sur sa grand-mère, sur la façon dont elle lui avait donné quelque chose sans le savoir. Non seulement une langue, mais la capacité d'écouter, de faire attention, de ne pas avoir peur. Il ferma le cahier et le rangea dans son sac à dos. Demain serait le début de quelque chose de nouveau, et il était prêt. La première semaine dans la nouvelle école fut plus difficile que Léo ne l'avait imaginé. Non pas parce que les cours étaient compliqués, mais parce que tout était différent. Les couloirs étaient plus larges. Les salles de classe avaient un meilleur éclairage. Les pupitres ne grinçaient pas quand on s'asseyait. Même l'odeur était différente. Un mélange de livres neufs et de produits de nettoyage chers. Léo arriva le premier jour avec le sac à dos usé qu'il avait utilisé pendant des années. Sophie avait voulu lui en acheter un nouveau, mais il avait refusé. « Je n'ai pas besoin de tout changer d'un coup », avait-il dit. Et elle l'avait compris. La directrice l'accueillit personnellement. « Bienvenue, Léo », dit-elle avec un sourire professionnel. « J'espère que tu te sentiras à l'aise ici. » Léo hocha la tête sans trop parler. La femme le conduisit jusqu'à sa salle de classe, un espace ample avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. Les autres élèves étaient déjà assis, discutant entre eux avec familiarité. Lorsqu'il entra, certains se tournèrent pour le regarder. D'autres ne levèrent même pas les yeux. « Classe, nous avons un nouvel élève », annonça la professeure. « Léo, tu peux t'asseoir là au fond, près de la fenêtre. » Léo marcha entre les pupitres, sentant chaque regard. Il s'assit en silence, sortit son cahier usé et le posa sur la table. Un garçon à côté de lui le regarda avec curiosité, mais ne dit rien. Le cours commença. C'était des mathématiques, un sujet que Léo maîtrisait bien, mais il ne participa pas. Il garda la tête baissée, prit des notes, essaya de passer inaperçu. C'était sa stratégie, celle qui avait toujours fonctionné. À la récréation, il resta dans la salle de classe, pendant que les autres sortaient en courant dans la cour. Il n'avait pas faim, il n'avait pas envie de socialiser, il voulait juste que la journée se termine. Une fille s'approcha avant de sortir. « Tu ne sors pas ?» demanda-t-elle. Léo secoua la tête. « Je suis bien ici. » La fille haussa les épaules. « Comme tu veux. Je suis Valentine, au fait. »« Léo, » répondit-il, bien qu'elle le sût déjà. Valentine sortit et Léo resta seul. Il regarda par la fenêtre vers la cour. Des groupes d'élèves conversaient, riaient, partageaient de la nourriture. Tous semblaient se connaître depuis des années. Tous semblaient appartenir. Lui non. L'après-midi passa lentement. Plus de cours, plus de regards, plus de silence. Lorsque la cloche de sortie sonna finalement, Léo fut le premier à se lever. Il rangea ses affaires rapidement et sortit sans dire au revoir. Sophie l'attendait à la porte de l'école. Elle avait demandé la permission au travail pour être là.
Lorsqu'elle vit son fils sortir, elle remarqua immédiatement l'expression sur son visage. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle tandis qu'il marchait vers l'arrêt de bus. « Bien », répondit Léo sans la regarder. Sophie savait que ce n'était pas vrai, mais elle n'insista pas. « Donne-lui du temps », pensa-t-elle. « Il a juste besoin de temps. » Cette nuit-là, Léo toucha à peine à son dîner, s'enferma dans sa chambre et ouvrit son cahier. Il écrivit une seule phrase. « Je ne sais pas si j'ai ma place ici. » Les jours suivants furent similaires. Léo assistait aux cours, faisait attention, faisait ses devoirs, mais il ne parlait à personne, ne posait pas de questions, ne levait pas la main même, s'il connaissait les réponses. Les professeurs commencèrent à le remarquer. Dans la salle des professeurs, on commentait sur le nouvel élève qui était intelligent, mais trop silencieux. « On devrait lui parler », suggéra un. « Donnez-lui du temps », répondit un autre. « C'est normal qu'il soit nerveux. » Mais Sophie ne pouvait pas rester tranquille. Elle voyait son fils se refermer davantage chaque jour. Elle voyait comment il rentrait à la maison avec la même expression vide, comment il faisait semblant que tout allait bien quand ce n'était clairement pas le cas. Un soir après le dîner, elle s'assit en face de lui. « Léo, nous devons parler », dit-elle. Il leva les yeux de son cahier. « À propos de quoi ? À propos de l'école. À propos de comment tu te sens vraiment. » Léo soupira. « Je vais bien, maman. »« Ne me mens pas, » dit Sophie fermement. « Je te connais. Je sais quand quelque chose te tracasse. » Léo baissa les yeux. « Ce n'est pas que quelque chose me tracasse, » dit-il lentement. « C'est juste que je n'arrive pas à m'intégrer. » Sophie sentit sa poitrine se serrer. « Pourquoi dis-tu ça ? » « Parce que tout le monde là-bas vient de familles différentes, » expliqua Léo. « Ils ont des vêtements neufs, des portables chers. Ils parlent de voyages et de choses que je n'ai jamais eues. Et moi, je suis le fils de la femme de ménage. » Sophie sentit les larmes s'accumuler, mais elle les retint. « Écoute-moi bien, » dit-elle en prenant les mains de son fils. « Tu n'es inférieur à personne à cause de ça. Tu as gagné ta place dans cette école parce que tu as du talent, parce que tu as de la dédication. » Léo secoua la tête. « Personne ne me voit comme ça, maman. Il me voit comme le gamin pauvre qui a eu de la chance. » Sophie serra ses mains. « Alors, prouve-leur qu'ils se trompent. » Léo la regarda confus. « Comment ? » « En étant toi-même, » répondit-elle. « En ne te cachant pas, en ne faisant pas semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, en montrant ce que tu sais, ce que tu peux faire. » Léo ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux changea légèrement. Le lendemain, Léo arriva à l'école avec le même sac à dos usé, les mêmes vêtements simples, mais quelque chose dans sa posture était différent. Il ne marchait pas la tête aussi baissée. Au cours d'allemand, le professeur demanda des volontaires pour lire un texte à voix haute. Personne ne leva la main. Tous regardaient le livre avec des expressions confuses. Le professeur soupira. Personne ne veut essayer. Silence. Léo sentit son cœur battre plus vite. Il se souvint des mots de sa mère. Il se souvint de la voix de sa grand-mère. Il se souvint de ce jour dans le couloir où il avait dû décider s'il parlait ou s'il restait silencieux. Il leva la main. Le professeur le regarda surpris. « Léo, tu veux essayer ?» Léo hocha la tête. « Oui. » Il se leva, prit le livre et commença à lire. Sa prononciation était parfaite, fluide, naturelle. Les mots sortaient sans effort, avec l'accent correct, avec l'intonation précise. La salle resta silencieuse. Tous le regardaient maintenant, mais pas avec moquerie ou curiosité superficielle. Ils le regardaient avec un étonnement sincère. Quand il eut terminé, le professeur applaudit. « Excellent, Léo. Vraiment excellent. Où as-tu appris à parler comme ça ?»« Avec ma grand-mère, » répondit Léo simplement. Le professeur hocha la tête, impressionné. « Ça se voit que tu as appris de quelqu'un qui connaissait vraiment la langue. Elle était native, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit Léo, de Berlin. « And the start. Kannst say, it sounded. » Pendant la récréation, plusieurs élèves s'approchèrent de lui. Valentine fut la première. « C'était incroyable, » dit-elle. « Sérieux, tu parles allemand aussi bien ?» Léo haussa les épaules. « Oui, je suppose. »« Tu peux m'apprendre ?» demanda-t-elle. « Je suis en train de rater ce cours. » Léo hésita. « Je ne suis pas professeur, » dit-il. « Mais tu parles mieux que le professeur, » insista-t-elle. « S'il te plaît. » Léo regarda autour de lui. D'autres élèves semblaient également intéressés. « D'accord, » dit-il finalement. « Je peux t'aider. » Valentine sourit. « Merci. On déjeune ensemble. » Léo hocha la tête. « Bien sûr. » Pour la première fois depuis qu'il était arrivé à cette école, il ne déjeuna pas seul. Il s'assit avec Valentine et deux autres élèves qui avaient également des difficultés avec l'allemand. Ils parlèrent du cours, du professeur, des devoirs. Ce ne fut pas une transformation magique. Léo se sentait encore à l'écart à bien des égards, mais c'était un commencement. Cet après-midi-là, lorsque Sophie vint le chercher,
Elle remarqua immédiatement le changement. Léo ne souriait pas largement, mais il n'avait pas non plus cette expression vide des jours précédents. « Comment ça s'est passé aujourd'hui » demanda-t-elle. « Mieux » répondit Léo. « Beaucoup mieux. » Sophie sourit. « Je suis contente de l'entendre. » Dans le bus du retour à la maison, Léo lui raconta le cours d'allemand, sur la façon dont il avait lu à voix haute, sur la façon dont les autres élèves s'étaient approchés de lui. Sophie écoutait, le cœur rempli. C'était le fils qu'elle connaissait, celui qui n'avait pas peur de montrer ce qu'il savait, celui qui aidait sans rien attendre en retour. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Léo sortit son cahier et barra la phrase qu'il avait écrite quelques jours plus tôt. « Je ne sais pas si j'ai ma place ici. » En dessous, il en écrivit une nouvelle. « Je suis toujours en train de trouver ma place, mais je vais la trouver. » Les semaines suivantes apportèrent plus de changements. Léo commença à participer davantage en classe, non seulement en allemand, mais dans toutes les matières. Les professeurs remarquèrent son intelligence, son dévouement, sa capacité d'analyse. En mathématiques, il résolut un problème que personne d'autre n'avait pu résoudre. En histoire, il fit une présentation sur l'immigration allemande en France qui impressionna toute la classe. En littérature, il écrivit un essai sur l'importance de préserver les langues maternelles que le professeur lut à voix haute comme exemple. Peu à peu, Léo cessa d'être le nouvel élève, pour devenir simplement Léo, l'élève brillant, le camarade prêt à aider, celui qui parlait allemand comme s'il était né là-bas. Mais tout ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, des jours où il se sentait épuisé par l'effort de prouver constamment sa valeur, des nuits où il se demandait s'il serait un jour suffisant. Un après-midi, après un examen particulièrement difficile, il rentra à la maison plus silencieux que la normale. Sophie le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle. Léo laissa tomber son sac à dos sur le canapé. « Rien, dit-il. Je suis juste fatigué. » Sophie s'assit à côté de lui. « C'est plus que ça. » Léo soupira. « Parfois, j'ai l'impression que je dois être parfait, » admit-il. Comme si toute erreur allait confirmer ce que certains pensent, que je ne devrais pas être là. Sophie prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Tu n'as pas à être parfait. Personne ne l'est. La seule chose que tu as à faire est de faire de ton mieux, et ça, tu le fais déjà. » Léo sentit les larmes s'accumuler. « C'est difficile, maman. »« Je sais, » répondit-elle. « Mais regarde tout ce que tu as déjà accompli. Regarde jusqu'où tu es arrivé. » Léo hocha la tête, laissant les larmes couler. Sophie le serra fort dans ses bras, le laissant se défouler. Quand ils se séparèrent, Léo s'essuya le visage. « Merci, maman. »« Toujours, » répondit-elle. Cette nuit-là, Léo écrivit dans son cahier une longue réflexion sur la pression, sur les attentes, sur la peur de l'échec, mais aussi sur la gratitude, sur les opportunités, sur l'amour de sa mère et la mémoire de sa grand-mère. Il termina par une phrase qu'il se répéterait les jours difficiles. « Je n'ai pas besoin d'être parfait, j'ai juste besoin d'être authentique. » À la fin du premier mois, l'école organisa une présentation culturelle. Chaque élève devait partager quelque chose sur son héritage ou ses intérêts. Beaucoup choisirent des présentations élaborées avec des vidéos et de la musique. Léo choisit quelque chose de plus simple. Il se tint devant la classe et récita un poème en allemand que sa grand-mère lui disait souvent. Il le récita lentement, avec émotion, la voix se brisant légèrement par endroits. Lorsqu'il eut terminé, il y eut un silence profond. Ensuite, des applaudissements. Valentine s'approcha de lui après. « C'était magnifique, » dit-elle, les yeux brillants. « Ta grand-mère serait fière. » Léo sourit. « Je l'espère. » Cet après-midi-là, lorsque Sophie vint le chercher, Léo courut vers elle avec un sourire sincère. « Maman, » dit-il, « je crois que j'ai enfin trouvé ma place. » Sophie le serra fort dans ses bras. « Tu l'as toujours eu, » répondit-elle. « Tu avais juste besoin de temps pour le voir. » Ils marchèrent ensemble vers l'arrêt de bus, conversant sur la journée, sur la présentation, sur les plans pour le week-end. Pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient tous les deux en paix. Le chemin n'avait pas été facile, il y aurait encore des défis à venir, mais maintenant ils savaient quelque chose de fondamental. Ils n'étaient pas seuls, et cela faisait toute la différence. Alors que Léo s'adaptait à sa nouvelle réalité scolaire, Sophie faisait face à sa propre transformation. Le passage du service de nuit au service de jour avait été plus significatif qu'elle ne l'imaginait, non seulement à cause des heures de sommeil récupérées, mais à cause de tout ce que cela représentait. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait marcher dans les couloirs de l'entreprise à la lumière du jour. Elle pouvait voir les visages des gens avec qui elle partageait l'immeuble. Elle pouvait sentir qu'elle existait, non seulement comme une ombre qui passait la nuit, nettoyant ce que les autres salissaient.
Mais la transition ne fut pas simple. Le premier jour du service fixe, Sophie arriva à l'immeuble avec un mélange de nervosité et d'espoir. L'agent de sécurité la salua différemment cette fois. « Bonjour Sophie », dit-il en utilisant son prénom. « Vous avez votre nouvelle carte d'identité professionnelle à la réception. » Sophie hocha la tête, pas encore habituée à être reconnue. « Merci. » À la réception, une femme lui remit la nouvelle carte. « Celle-ci est permanente », expliqua-t-elle. « Vous n'avez plus besoin de la renouveler chaque mois. » Sophie prit la carte avec des mains tremblantes. C'était une petite chose, mais pour elle, cela signifiait la stabilité. Cela signifiait qu'elle n'était pas temporaire, qu'il ne pouvait pas la renvoyer du jour au lendemain sans raison. Elle monta à l'étage des services, où elle aurait désormais sa base. Le superviseur l'attendait là-bas. Un homme d'âge moyen appelé Thierry qui avait 20 ans dans l'entreprise. « Bienvenue dans l'équipe, Sophie », dit-il en lui tendant la main. « Nous allons bien travailler ensemble. » Sophie lui serra la main. « Merci pour l'opportunité. » Thierry lui montra les nouvelles zones assignées. Il lui expliqua les horaires, les routines, les attentes. Tout était plus organisé qu'avant, plus structuré. Il ne s'agissait plus d'apparaître quand on l'appelait et de faire ce qui était urgent. Maintenant, il y avait un plan, un système, un rythme. « Vous allez remarquer qu'ici nous travaillons différemment », dit Thierry pendant qu'il marchait. « Il ne s'agit pas seulement de nettoyer, il s'agit d'entretenir, d'anticiper, de prendre soin des espaces. » Sophie écoutait attentivement, absorbant chaque mot. « Je comprends. Et une autre chose, continua-t-il. Ici, nous nous traitons tous avec respect. Peu importe le poste, peu importe la position, nous sommes une équipe. » Sophie sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été serré pendant si longtemps qu'elle ne le remarquait même plus. C'était la peur constante, le fait d'être toujours en alerte, d'attendre la maltraitance comme quelque chose de normal. « Merci », dit-elle simplement parce qu'elle ne trouvait pas d'autres mots. Les premiers jours furent une période d'adaptation. Sophie rencontra ses nouveaux collègues, 3 autres membres de l'équipe de nettoyage qui travaillaient au même horaire, 2 femmes et un homme, tous avec des années d'expérience. Au début, ils furent prudents avec elle. Ils savaient qu'elle était arrivée d'une manière différente, que son histoire était particulière, mais Sophie n'attendait pas de traitement spécial. Elle travaillait dur, arrivait tôt, restait jusqu'à ce que tout soit terminé. Une de ses collègues, une femme nommée Nathalie, s'approcha d'elle après la première semaine. « Tu travailles bien », commenta-t-elle tandis qu'elles organisaient les chariots. « Tu ne restes pas à attendre que les autres fassent ta part. » Sophie haussa les épaules. « C'est comme ça qu'on m'a appris. » Nathalie sourit. « Ça se voit. Au fait, certains prennent un café avant le service. Si tu veux te joindre à nous, tu es la bienvenue. » Sophie sentit quelque chose de chaleureux se répandre dans sa poitrine. « J'aimerais bien, » répondit-elle. C'était un geste simple, une invitation informelle. Mais pour Sophie, cela signifiait l'acceptation. Cela signifiait qu'elle n'était pas seulement celle que Guillaume Lefebvre avait aidée, mais une collègue de plus. Les matins commencèrent à avoir un nouveau rythme. Sophie se levait tôt, préparait le petit déjeuner pour Léo, l'accompagnait jusqu'à l'arrêt de bus, puis prenait le sien vers le travail. Elle arrivait 15 minutes avant son service. Elle prenait un café avec Nathalie et les autres, conversant sur des choses quotidiennes. C'était une vie normale. Et pour Sophie, qui n'avait jamais eu une vie vraiment normale, c'était extraordinaire. Mais tout n'était pas facile. Il y avait encore des regards, il y avait encore des murmures. « C'est la femme dont il parle », entendit Sophie un jour alors qu'elle passait par un couloir. « Celle que le patron a aidée. »« Oui », répondit une autre voix. « Grâce au fils qui a sauvé le contrat allemand. » Sophie serra la poignée du chariot plus fort et continua de marcher. Elle ne s'arrêta pas, ne regarda pas en arrière, mais les mots restèrent à résonner. Cette nuit-là, alors qu'elle dînait avec Léo, il remarqua son silence. « Tu vas bien, maman ?» demanda-t-il. Sophie força un sourire. « Juste fatiguée, mais Léo la connaissait trop bien. C'est plus que ça. » Sophie soupira. « Parfois, j'entends ce que les gens disent, » admit-elle, « sur nous, sur la façon dont nous sommes arrivés ici. » Léo baissa sa fourchette. « Qu'est-ce qu'ils disent? Que c'était de la chance? Que c'était une faveur? Que ce n'est pas par mérite ?» expliqua Sophie. « Et même si je sais que ce n'est pas vrai, parfois les mots pèsent. » Léo regarda sa mère avec une maturité qui ne correspondait pas à ses 12 ans. « Tu sais ce que j'ai appris à l'école, » dit-il. « Que les gens auront toujours des opinions, mais la seule chose qui importe, c'est ce que tu sais de toi-même. » Sophie sourit, les yeux humides. « Quand es-tu devenue si sage ? » « Quand j'ai eu une maman qui m'a appris à ne pas abandonner, » répondit-il. Sophie tendit la main sur la table et Léo la prit. Tous deux restèrent ainsi un moment, en silence, se rappelant mutuellement qu'ils n'étaient pas seuls.
Les jours se transformèrent en semaines. Sophie commença à se sentir plus à l'aise dans son nouveau rôle. Elle connaissait mieux les espaces, anticipait les besoins, travaillait avec efficacité. Thierry la félicitait régulièrement pour sa performance. Un jour, alors qu'elle nettoyait près des bureaux exécutifs, elle vit Guillaume sortir d'une réunion. Il la remarqua et s'approcha. « Sophie, comment ça va ?» demanda-t-il. « Bien, monsieur », répondit-elle. « Merci. » Guillaume secoua la tête. « Ne me remerciez pas. Vous avez gagné ça. » Sophie hocha la tête, mais quelque chose dans son expression fit que Guillaume s'arrêta. « Il se passe quelque chose ?» demanda-t-il. Sophie hésita avant de répondre. « Parfois, je me demande si les gens pensent que je ne mérite pas d'être ici, » admit-elle, que c'était seulement parce que Léo a aidé ce jour-là. Guillaume la regarda fixement. « Et vous, qu'est-ce que vous pensez ?» Sophie respira profondément. « Je pense que j'ai travaillé toute ma vie, que j'ai été responsable, dévoué, que je n'ai jamais manqué sans raison, que je mérite la stabilité autant que n'importe qui. »« Exactement, » dit Guillaume. « Et si quelqu'un pense différemment, c'est son problème, pas le vôtre. » Sophie sentit quelque chose se renforcer en elle. « Vous avez raison. » Guillaume hocha la tête. « Continuez à travailler comme vous le faites. Les résultats parlent d'eux-mêmes. » Lorsqu'il s'éloigna, Sophie resta debout un moment. Puis elle reprit son travail, mais maintenant avec le dos un peu plus droit, la tête un peu plus haute. Cet après-midi-là, Nathalie l'invita à déjeuner avec l'équipe à la cafétéria du personnel. C'était la première fois que Sophie y entrait en tant qu'employée permanente. Avant, lorsqu'elle faisait des services de nuit sporadiques, elle mangeait seule dans un coin, rapidement, sans attirer l'attention. Maintenant, elle s'asseyait à une table avec ses collègues, conversant, riant. Ils parlaient de leur famille, de leurs plans de week-end, de leurs préoccupations quotidiennes. « Ma fille veut un chien », disait Nathalie. « Mais nous vivons dans un petit appartement. Le mien veut aller à un concert », commentait un autre. « Mais les billets sont trop chers. » Sophie écoutait plus qu'elle ne parlait, mais elle se sentait partie prenante de quelque chose. C'était un sentiment nouveau, chaleureux, réconfortant. « Et ton fils ?» demanda Nathalie. « Comment ça se passe à la nouvelle école ?» Sophie sourit. « Bien. Il a eu un début difficile, mais maintenant il trouve sa place. C'est un bon garçon. » Commenta Thierry qui s'était joint à la table. « Je l'ai vu ce jour de l'appel. Il a du caractère. » Sophie hocha la tête avec fierté. « Il en a. » Lorsque le déjeuner fut terminé, Sophie retourna à son travail, se sentant différente. Non seulement reconnaissante pour l'opportunité, mais la méritant. Ce n'était pas de la charité, ce n'était pas une faveur, c'était la reconnaissance d'années de travail acharné, de dévouement silencieux, de n'avoir jamais abandonné. À la fin de la journée, alors qu'elle rangeait ses affaires dans le casier à signer, un autre symbole de permanence, Sophie se regarda dans le petit miroir qu'elle avait collé à l'intérieur. La femme qui lui renvoyait le regard avait des rides de fatigue, des mains rugueuses dues à des années de travail acharné, mais elle avait aussi des yeux plus brillants qu'avant, une posture plus ferme. C'était la même femme qui était entrée dans cet immeuble des mois auparavant, nerveuse et effrayée, espérant être invisible, mais maintenant elle se voyait elle-même, et cela changeait tout. Les semaines se transformèrent en mois. La routine de Sophie devint naturelle, automatique. Elle connaissait chaque recoin de l'immeuble, chaque tâche difficile, chaque détail qui nécessitait une attention spéciale. Mais plus important encore, elle connaissait les personnes. Elle apprit les noms des cadres qui passaient pressés. Elle savait qui prenait son café seul et qui le préférait avec du lait. Elle savait quels bureaux restaient ordonnés et lesquels étaient toujours un désastre. Et quelque chose de curieux commença à se produire. Les gens commencèrent à la saluer. Ce n'était pas universel. Beaucoup passaient encore sans la voir, absorbés par leur téléphone, leurs préoccupations, mais d'autres s'arrêtaient. « Bonjour Sophie, comment ça va ? Comment va votre fils ?» Au début, Sophie répondait avec surprise, presque avec méfiance, mais elle apprit progressivement à accepter ces interactions pour ce qu'elles étaient, une reconnaissance de base de l'humanité. Un matin, alors qu'elle nettoyait la zone de repos, une des jeunes cadres s'approcha d'elle. « Excusez-moi, êtes-vous la mère du garçon qui parle allemand ?» demanda-t-elle. Sophie se redressa. « Oui, c'est moi. » La femme sourit. « Mon frère cadet est dans la même école. Il m'a parlé de la présentation que votre fils a faite. Il a dit que c'était impressionnant. » Sophie sentit sa poitrine se gonfler de fierté. « C'est un bon garçon. Ça se voit qu'il a eu une bonne maîtresse, » commenta la cadre. « Peu d'enfants valorisent l'apprentissage comme lui. Anan, Meilan, Lesan Venife, Vilan, Leisan. » Lorsque la femme s'éloigna, Sophie resta debout, tenant la serpillière,
sentant quelque chose de chaleureux parcourir son corps. Ce n'était pas seulement de la fierté pour Léo, c'était quelque chose de plus profond. C'était la validation que tous les efforts, tous les sacrifices, toutes les nuits sans dormir avaient valu la peine. Mais tout n'était pas des moments lumineux, il y avait aussi des jours sombres. Un jour, alors qu'elle nettoyait près des bureaux exécutifs, elle entendit une conversation qui n'était pas destinée à ses oreilles. « Il est évident que Guillaume a fait ça pour l'image », disait une voix masculine. Après l'histoire du contrat, il avait besoin de bien paraître. Une autre voix répondit d'un ton cynique, classique. Ils embauchent une femme de ménage en CDI, donnent des avantages au fils et se lavent les mains en disant qu'ils sont une entreprise inclusive. If you were member son, in fact a meter, in the as round. Sophie sentit son estomac se contracter. Elle resta paralysée derrière la porte, le cœur battant fort. Au moins le gamin a l'air intelligent, continua la première voix. Mais combien de temps ça va durer? Ces cas de charité ne finissent jamais bien. Sophie serra les poings. Elle voulait entrer. Elle voulait se défendre. Elle voulait leur crier qu'ils se trompaient. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Elle savait que leur donner la satisfaction de la voir affectée ne ferait que confirmer leurs préjugés. Elle respira profondément, s'obligea à se calmer et continua son travail. Mais les mots restèrent plantés comme des épines. Cette nuit-là, Sophie ne raconta rien à Léo. Elle ne voulait pas le charger du poids des opinions d'autrui. Il avait déjà assez de ses propres batailles, mais Léo le remarqua quand même. « Maman, tu es sûre que tu vas bien ?» demanda-t-il pendant qu'il dînait. Sophie força un sourire. « Juste une longue journée. » Léo l'observa avec ses yeux qui semblaient en voir trop. « Si quelqu'un te dit quelque chose de méchant, ne fais pas attention, » dit-il. « Nous connaissons la vérité. » Sophie sentit ses yeux s'embuer. « Comment es-tu devenue si perspicace ?»« J'ai eu une bonne maîtresse, » répondit Léo avec un petit sourire. C'était un écho de ce que la cadre lui avait dit ce matin-là. Sophie rit doucement, s'essuyant les yeux. « Je suppose que oui. » Les jours continuèrent. Sophie continuait de travailler avec la même dédication, avec la même excellence, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que c'était qui elle était. Le travail acharné était dans sa nature, dans ses os. Un vendredi après-midi, Thierry l'appela à son bureau. Sophie ressentit un moment de panique irrationnelle. Elle avait fait quelque chose de mal. Ils allaient la renvoyer. « Calme-toi », dit Thierry en remarquant son expression. « Ce sont de bonnes nouvelles. » Sophie respira, soulagée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Thierry lui tendit une enveloppe. « C'est ton évaluation du premier trimestre », expliqua-t-il. « Je veux que tu la voies. » Sophie ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait un document avec plusieurs catégories. Ponctualité, qualité du travail, attitude, travail d'équipe. Dans toutes les catégories, il y avait des marques d'excellent. À la fin, il y avait un commentaire écrit à la main. Sophie approuvait être une employée exemplaire. Son dévouement et son professionnalisme sont un atout pour l'équipe. Je recommande d'envisager des opportunités de croissance. Sophie lut les mots 2 fois, 3 fois. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. « C'est » commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Thierry sourit. « C'est ce que vous méritez. Vous avez travaillé dur, Sophie, et ça se voit. » Sophie sentit les larmes couler librement maintenant. « Merci, » murmura-t-elle. « Ne me remerciez pas, » répondit Thierry. « Vous avez gagné ça. » Lorsque Sophie sortit du bureau, elle tenait l'enveloppe contre sa poitrine comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. D'une certaine manière, ça l'était. C'était la preuve tangible que ce n'était pas de la charité, ce n'était pas une faveur, c'était du mérite. Cette nuit-là, elle montra le document à Léo. Il le lut attentivement, puis il la serra fort dans ses bras. « Je suis fier de toi, maman. » Sophie rit entre ses larmes. « Je suis censé dire ça de toi. »« Nous pouvons être fiers l'un de l'autre, » répondit Léo. Ils restèrent enlacés pendant un long moment, 2 personnes qui avaient tant lutté et qui voyaient finalement les fruits de cette lutte. Le week-end, Sophie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle invita sa sœur à manger, non pas dans un restaurant cher, mais chez elle, avec de la nourriture qu'elle avait elle-même préparée. Mais c'était un luxe de pouvoir le faire sans compter chaque centime, sans s'inquiéter si ça allait suffire pour le reste du mois. Sa sœur arriva avec des fleurs, un geste simple mais significatif. Lorsqu'elle vit l'évaluation de Sophie encadrée dans la cuisine, ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, » dit-elle en serrant sa sœur dans ses bras. « Mais maintenant, le monde le sait aussi. » Sophie secoua la tête. « Pas le monde, juste quelques personnes, mais c'est suffisant. » Elles mangèrent, conversèrent, rirent. Léo leur parla de ses cours, de ses nouveaux amis, du projet d'allemand sur lequel il travaillait.
La maison se remplit de voix, de joie, de vie. Lorsque sa sœur partit, Sophie resta à la porte, la regardant s'éloigner. Léo se tint à ses côtés. « C'était une bonne journée », commenta-t-il. Sophie passa son bras sur ses épaules. « C'était une très bonne journée ». Le lundi suivant, Sophie arriva au travail avec une énergie renouvelée, salua l'agent de sécurité par son prénom, conversa brièvement avec la réceptionniste, monta à l'étage d'un pas ferme. À la cafétéria, Nathalie l'attendait avec un café. « J'ai vu ton évaluation », dit-elle avec un sourire. « Thierry nous l'a raconté. Félicitations. » Sophie sourit. « Merci. »« Tu le mérites », continua Nathalie. « Tu as travaillé comme personne. » Pendant qu'elle prenait leur café, Sophie réalisa quelque chose. Elle n'était pas seule. Non seulement elle avait Léo, non seulement elle avait sa sœur, elle avait des collègues, elle avait une équipe, elle avait des personnes qui la voyaient, qui la valorisaient. Pendant son service ce jour-là, Sophie travailla avec un sentiment de but renouvelé. Ce n'était pas seulement un travail, c'était foi son foi travail. Ce n'était pas seulement un endroit, c'était foi sa foi place. Au milieu de l'après-midi, alors qu'elle nettoyait près des bureaux, elle vit Guillaume converser avec quelques cadres. Il la remarqua et lui fit un bref geste de la tête. Sophie répondit de la même manière. Il n'avait pas besoin de mots. Cet simple échange disait tout ce qui était nécessaire. Reconnaissance mutuelle, respect, compréhension que tous deux avaient fait leur part. À la fin de la journée, alors qu'elle rangeait ses affaires, Sophie regarda autour du vestiaire. Son nom était sur un casier. Son uniforme pendait, propre et repassé. Son évaluation avait été excellente. Ce n'était pas une vie parfaite. Il y avait encore des défis, il y avait encore des jours difficiles, mais c'était une vie digne, une vie qu'elle avait construite de ses propres mains, avec son propre effort. Et ça, pensa Sophie en fermant son casier. C'était plus que ce que beaucoup avaient. Elle sortit de l'immeuble avec le soleil qui brillait encore. Léo l'attendrait à la maison, probablement en train de faire ses devoirs à la table de la cuisine. Ils dîneraient ensemble, converseraient sur leur journée, planifieraient l'avenir, un avenir qui maintenant, pour la première fois depuis longtemps, semblait brillant. Sophie marcha vers l'arrêt de bus, la tête haute, les épaules droites. Elle n'était pas la même femme qui était entrée dans cet immeuble des mois auparavant, effrayée et s'excusant d'exister. Elle était quelqu'un de plus fort maintenant, quelqu'un qui connaissait sa valeur, quelqu'un qui n'avait pas peur d'occuper de l'espace. Et lorsqu'elle monta dans le bus et s'assit près de la fenêtre, regardant la ville passer, Sophie sourit parce qu'elle comprenait finalement quelque chose de fondamental. Elle n'avait jamais été invisible. Elle avait juste attendu que quelqu'un regarde vraiment. Et maintenant qu'il le faisait, elle était prête à briller. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour où un téléphone avait sonné et avait tout changé. 6 mois pendant lesquels Léo avait transformé son insécurité en confiance, pendant lesquels Sophie avait cessé de s'excuser d'exister. 6 mois pendant lesquels tous deux avaient appris quelque chose de fondamental. La valeur n'est pas donnée, elle est reconnue. C'était un vendredi après-midi, et l'école organisait son événement annuel de clôture du semestre. Léo avait été sélectionné pour faire un discours en représentation des nouveaux élèves. Lorsqu'on lui annonça la nouvelle, sa première réaction fut la panique. « Je ne peux pas faire ça », dit-il à Sophie cette nuit-là. « Parler devant toute l'école, devant les parents, devant tout le monde. » Sophie le regarda avec cette expression qu'il connaissait bien, celle qui signifiait qu'elle n'accepterait pas d'excuses. « Tu as déjà parlé devant des cadres quand tu as sauvé un contrat de plusieurs millions, » dit-elle. « Ce n'est pas différent. »« C'est complètement différent, » protesta Léo. « C'était au téléphone. C'est face à face avec des centaines de personnes. » Sophie s'assit en face de lui. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit cette fois-là ? Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être authentique. » Léo soupira. « Je me souviens. »« Alors, sois simplement toi-même, » dit-elle. « Raconte ton histoire. Les mots qui viennent du cœur trouvent toujours leur chemin. » Pendant les jours suivants, Léo travailla sur son discours. Il écrivit version après version, chacune différente de la précédente. Certaines étaient trop formelles, d'autres trop informelles. Rien ne semblait juste. Un soir, alors qu'il luttait avec les mots, Sophie entra dans sa chambre. « Je peux voir ?» demanda-t-elle. Léo lui tendit le cahier avec frustration. « Ça ne sort pas bien. » Sophie lut en silence. Puis, elle regarda son fils. « Tu essayes d'écrire ce que tu crois qu'ils veulent entendre, » dit-elle. « Mais ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est ta vérité. »« Et quelle est ma vérité ?» demanda Léo. Sophie ferma le cahier et le lui rendit. « Ça, c'est une réponse que toi seul peux donner. » Cette nuit-là, Léo resta éveillé tard. Il ferma les yeux et pensa à sa grand-mère. Il pensa aux après-midi chez elle,
à l'odeur de sa cuisine, au son de sa voix, lui enseignant des mots qu'il n'aurait jamais imaginé utiliser. Il pensa à sa mère, travaillant des services impossibles, sacrifiant tout pour lui donner des opportunités. Il pensa à ce jour dans le couloir où il avait dû décider s'il parlait ou s'il restait silencieux. Et alors les mots commencèrent à couler. Le jour de l'événement arriva sous un ciel dégagé. Sophie demanda la permission au travail d'y assister. Guillaume approuva personnellement sa sortie. « Allez voir votre fils », lui dit-il. « C'est important. » Lorsque Sophie arriva à l'auditorium de l'école, elle fut impressionnée par la grandeur du lieu. Il y avait des centaines de chaises, une grande scène, des lumières professionnelles. C'était un monde complètement différent de celui qu'elle connaissait. Elle s'assit dans une des rangées du milieu, parmi d'autres parents bien habillés qui conversaient sur les vacances et les universités. Sophie portait ses meilleurs vêtements, mais se sentait quand même à l'écart jusqu'à ce qu'elle se souvienne des mots de son fils. « Je n'ai pas besoin d'être comme eux, j'ai juste besoin d'être moi-même. » L'événement commença avec la directrice qui souhaitait la bienvenue. Ensuite, il y eut des présentations musicales, des reconnaissances académiques, des prix sportifs. Sophie applaudissait poliment, mais son cœur battait plus fort à mesure qu'approchait le moment du discours de Léo. Finalement, la directrice annonça « Et maintenant, j'aimerais inviter sur scène un de nos nouveaux élèves, qui va nous partager quelques réflexions. Léo Mendez. » Sophie sentit son cœur monter à la gorge. Elle vit son fils monter sur scène, marchant d'un pas mesuré. Il portait une chemise simple mais propre, un pantalon qu'elle avait repassé avec soin ce matin-là. Ce n'étaient pas des vêtements chers, mais c'était digne. Léo se tint devant le microphone. Pendant un moment, il parut se figer. Sophie put voir la panique dans ses yeux alors qu'il regardait la mère de visage devant lui. Mais alors Léo respira profondément et commença à parler. « Bonsoir. Mon nom est Léo et il y a 6 mois, je ne savais pas si j'avais ma place ici. » Sa voix tremblait légèrement, mais il continua. « Je viens d'un endroit différent de beaucoup d'entre vous. Ma mère travaille dans le nettoyage. Nous vivons dans un petit appartement où parfois nous entendons les voisins se disputer à travers les murs. Avant de venir ici, j'allais à une école où les livres étaient déchirés et les fenêtres ne fermaient pas bien en hiver. » Sophie sentit les larmes se former. Certains parents dans l'auditorium se tortillèrent, mal à l'aise, mais Léo ne s'arrêta pas. « Quand je suis arrivé ici, j'ai pensé que je devrais cacher ça. J'ai pensé que je devrais faire semblant d'être quelqu'un de différent. Mais ma mère m'a appris quelque chose d'important. L'origine ne définit pas le destin. L'effort, si. » La voix de Léo devint plus ferme. « J'ai appris l'allemand avec ma grand-mère, pas dans une école chère ni avec des professeurs certifiés. Je l'ai appris dans une petite cuisine, entre les casseroles et les souvenirs, parce qu'elle avait besoin de parler sa langue pour ne pas oublier qui elle était. Et moi, j'avais besoin de l'écouter pour ne pas oublier que les choses les plus précieuses ne sont pas toujours emballées dans le luxe. » Certains parents commencèrent à prêter plus d'attention. Les élèves étaient complètement silencieux. Un jour, cette langue que j'ai apprise par amour m'a donné l'opportunité d'aider quelqu'un, et cette aide m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais pensé qui s'ouvriraient. Mais ce n'est pas la langue qui a vraiment compté. C'était l'attention, c'était le dévouement, c'était ne pas avoir peur d'utiliser ce que j'avais, même si ce n'était pas parfait. Léo fit une pause, cherchant les mots corrects. Être ici m'a appris que le privilège n'est pas mauvais. Avoir des ressources n'est pas mauvais, mais ignorer ceux qui n'en ont pas. Assumer que seules certaines personnes méritent des opportunités, ça, c'est un problème. Sophie vit quelques parents hocher la tête sincèrement. « Je ne suis pas ici pour culpabiliser qui que ce soit, » continua Léo. « Je suis ici pour vous rappeler que le talent existe partout. L'intelligence existe partout. Le dévouement existe partout. Mais l'opportunité, non. » Sa voix était maintenant claire, forte, sans trace de peur. Alors à mes camarades qui viennent de familles comme la mienne, je dis « N'ayez pas honte. Utilisez votre histoire comme une force, pas comme une excuse. Travaillez 2 fois plus s'il le faut, mais n'acceptez jamais que vous méritez moins. » Il regarda directement l'audience. « Et à ceux qui ont plus, je demande, ne regardez pas ailleurs. N'assumez pas que les personnes dans des emplois humbles sont invisibles. Ma mère nettoie des bureaux, mais elle m'a aussi enseigné des valeurs qu'aucun argent ne peut acheter. La dignité ne vient pas avec un titre d'emploi, elle vient de la façon dont nous traitons les autres. » Le silence dans l'auditorium était absolu. Il y a 6 mois, un appel téléphonique a changé ma vie, mais pas parce que j'ai répondu en allemand. Ma vie a changé parce que quelqu'un a décidé de voir au-delà de l'évidence. Quelqu'un a décidé que le potentiel compte plus que l'emballage. Léo respira profondément pour sa phrase finale. Vous avez tous le pouvoir d'être cette personne pour quelqu'un d'autre, de voir le talent où d'autres voient des limitations, d'ouvrir des portes au lieu de construire des murs,
car au final, on ne se souviendra pas de combien nous avons eu, mais de combien nous avons partagé. Il fit une pause. Merci pour cette opportunité et merci maman de m'avoir appris que je mérite d'être ici. Léo descendit de la scène tandis que l'auditorium explosait d'applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis, c'étaient des applaudissements sincères, enthousiastes. Certains parents se levèrent, puis d'autres, jusqu'à ce que tout l'auditorium soit debout. Sophie pleurait ouvertement maintenant, sans se soucier de qui la voyait. Son fils, cet enfant qui avait tant porté sur ses petites épaules, venait de parler avec une clarté et une maturité qui coupaient le souffle. Lorsque Léo descendit de la scène, il marcha directement vers sa mère. Sophie le serra fort dans ses bras, sentant son corps trembler d'adrénaline et de soulagement. « Tu as été incroyable », murmura-t-elle. « Je suis si fière. » Léo s'accrocha à elle. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Ils restèrent enlacés tandis que l'événement continuait autour d'eux. Deux personnes qui avaient lutté contre tout pour arriver jusqu'ici. Après l'événement, plusieurs parents s'approchèrent de Sophie et Léo. Certains pour féliciter, d'autres simplement pour serrer leurs mains. Une femme élégante s'arrêta devant Sophie. « Votre fils a un avenir brillant, dit-elle avec sincérité. Et il est clair d'où vient cette force. » Sophie sentit son visage lui brûler, mais cette fois non pas de honte, mais de fierté. « Merci, répondit-elle, la tête haute. Valentine courut vers Léo. « C'était le meilleur discours que j'ai jamais entendu, dit-elle, émue. Tu as fait pleurer la moitié de l'auditorium. » Léo rit nerveusement. « J'espère que c'était de bonnes larmes. »« Les meilleurs, confirma-t-elle. » Alors qu'ils sortaient de l'auditorium, Sophie remarqua quelqu'un qui attendait près de l'entrée. C'était Guillaume Lefebvre. Il portait des vêtements décontractés, pas son costume habituel. Sophie fut surprise de le voir là. « Monsieur Lefebvre, » dit-elle en s'approchant. « Je ne savais pas que vous viendriez. » Guillaume sourit. « Je n'aurais pas manqué ça, » répondit-il. « Après tout, j'ai une certaine responsabilité dans cette histoire. » Il se tourna vers Léo. « Ce discours était exceptionnel, jeune homme. Tu as dit des vérités que beaucoup d'adultes n'osent pas dire. » Léo baissa les yeux modestement. « J'ai juste dit ce que je ressentais. C'est exactement ce qui l'a rendu puissant, » répondit Guillaume. Ils marchèrent ensemble vers le parking. Guillaume leur raconta qu'il avait suivi de près leurs progrès, les évaluations de Sophie, les notes de Léo, tout avait dépassé les attentes. « Mais ça ne me surprend pas, » ajouta-t-il. « Vous avez toujours eu ce qu'il fallait. Vous aviez juste besoin de l'opportunité de le prouver. » Sophie sentit quelque chose se briser en elle, mais dans le bon sens, comme lorsqu'un barrage qui a retenu de l'eau trop longtemps s'ouvre finalement. « Merci, » dit-elle d'une voix tremblante, « de nous avoir vus quand nous étions invisibles. » Guillaume secoua la tête. « Vous n'avez jamais été invisible, Sophie. Vous étiez juste dans un système qui ne savait pas regarder. C'est le système qui a besoin de changer, n'est-ce pas ?» Ils se dirent au revoir par une poignée de main. Mais avant de partir, Guillaume se retourna une dernière fois. « Au fait, » dit-il, « nous mettons en place un programme de bourse dans l'entreprise pour les enfants d'employés qui démontrent une excellence académique. » Léo en a été l'inspiration. Sophie sentit les larmes revenir. « Vraiment ? Vraiment ?» confirma Guillaume. « Parfois, une histoire a le pouvoir de changer plus qu'une vie. Elle peut changer toute une culture. » Lorsqu'il partit, Sophie et Léo restèrent immobiles dans le parking, assimilant tout ce qui s'était passé. « Maman, » dit Léo après un moment, « tu te souviens quand tu m'as demandé si j'avais bien fait ?» Sophie hocha la tête. « Le jour où tu as répondu au téléphone. » Léo sourit. « Maintenant, je sais la réponse. Je n'ai pas bien fait juste en répondant. J'ai bien fait parce que je n'ai pas eu peur d'être qui je suis. » Sophie le serra de nouveau dans ses bras. C'est la leçon la plus importante de toutes. Les mois suivants apportèrent plus de changements. Léo continua d'exceller à l'école, non seulement en allemand, mais dans toutes les matières. Il devint tuteur bénévole pour les élèves qui avaient des difficultés avec les langues. Sa patience et son empathie le rendaient exceptionnel dans ce rôle. Sophie, de son côté, fut promue fois superviseur de service. C'était une petite position, mais significative. Maintenant, elle avait son propre petit bureau, sa propre équipe, et elle traitait chaque membre avec le respect qu'elle avait elle-même tant désiré pendant des années. Nathalie plaisantait en disant que c'était la chef la plus gentille qu'elle ait jamais eue. Sophie répondait que la gentillesse ne signifiait pas la faiblesse. Cela signifiait se souvenir d'où l'on venait. 1 an après le jour où tout avait changé, l'entreprise organisa un événement annuel pour les employés. C'était la première fois que Sophie assistait à quelque chose comme ça. Guillaume monta sur scène pour faire un discours sur les réalisations de l'année. « Et je veux reconnaître quelque chose de spécial, » dit-il en regardant l'audience. « Il y a 1 an, nous avons failli perdre un contrat crucial, non pas par manque de capacité, mais par manque de vision.
Une situation inattendue nous a montré que le talent et la valeur existent dans des endroits où nous ne regardions pas. Sophie sentit tous les yeux se tourner vers elle. Depuis lors, nous avons mis en œuvre des changements importants, des programmes de développement pour tous les employés, quelle que soit leur position, des bourses pour les familles, une formation linguistique et le plus important, une culture qui valorise chaque personne, pas seulement ceux qui sont dans les bureaux d'en haut. Des applaudissements remplirent la salle. Je tiens à remercier tout particulièrement Sophie Mendez et son fils Léo pour nous avoir rappelé que l'excellence n'a pas de pédigree. Elle a juste besoin d'opportunités. Sophie sentit des larmes monter aux yeux, mais cette fois, elle ne les retint pas. Elle les laissa couler librement tandis que toute la salle applaudissait. Cette nuit-là, de retour à la maison, Léo et Sophie dînèrent ensemble comme toujours, mais la conversation était différente. Ils ne parlaient plus de survie, ils parlaient de rêve. « Tu sais ce que je veux faire quand je serai grand ?» demanda Léo. Sophie sourit. « Quoi ? Je veux créer des programmes de langue pour les communautés qui n'y ont pas accès, dit-il. Je veux que d'autres enfants comme moi puissent apprendre, non pas parce que leurs parents peuvent payer, mais parce qu'ils en ont le désir. » Sophie sentit son cœur se dilater. « Ta grand-mère serait si fière. » Léo hocha la tête. « Et toi, maman, qu'est-ce que tu veux faire ?» Sophie réfléchit un instant. « Je veux rester où je suis, » répondit-elle. « Mais je veux m'assurer qu'aucune personne de mon équipe ne se sente invisible. Je veux être pour les autres ce que Guillaume a été pour nous. C'est un bel objectif, » dit Léo. Ils restèrent silencieux un moment, profitant de la simplicité d'être ensemble. « Tu sais ce qui est le plus fou dans tout ça ?» dit Sophie finalement. « Quoi ? Que ça a commencé avec quelque chose d'aussi simple qu'un appel téléphonique ? Un moment qui aurait pu passer inaperçu a tout changé. » Léo réfléchit à cela. « Ce n'était pas seulement l'appel, maman. C'était tout ce qui est venu avant. Les nuits où tu as travaillé, les fois où tu t'es sacrifié pour que j'aie des fournitures scolaires, les après-midi avec mémé Ingrid. Tout ça m'a préparé pour ce moment. » Sophie sentit des larmes à nouveau. « Parfois, nous ne savons pas que nous nous préparons à quelque chose de grand. »« Être que c'est le but, » répondit Léo. « Nous devons toujours être prêts, parce que nous ne savons jamais quand notre opportunité arrivera. » 2 ans plus tard, Léo obtint son diplôme du lycée avec les honneurs. Sophie était au premier rang, pleurant de fierté. Guillaume y assista également, ainsi que plusieurs collègues de l'entreprise qui avaient suivi l'histoire. Lorsque Léo reçut son diplôme, l'applaudissement fut assourdissant. Mais au-delà de la reconnaissance académique, ce qui importait vraiment, c'était le chemin qu'il avait parcouru pour arriver là. Dans son discours de remise des diplômes, Léo parla à nouveau des opportunités, de voir au-delà des apparences, du pouvoir d'une personne qui décide de faire la différence. « Nous avons tous un appel à répondre, » dit-il. « Pas nécessairement en allemand, pas nécessairement dans un bureau. Mais nous avons tous ce moment où nous pouvons choisir entre nous taire ou parler, entre nous cacher ou nous montrer, entre accepter que le monde est injuste ou travailler pour le changer. » Ces mots résonnèrent dans l'auditorium rempli de diplômés et de familles. « J'ai choisi de parler, » continua-t-il. « Ma mère a choisi de continuer à se battre quand il aurait été plus facile d'abandonner et quelqu'un d'autre a choisi de voir notre valeur quand personne d'autre ne le faisait. Ces choix ont changé nos vies. » Il regarda directement l'audience. « Qu'allez-vous choisir, vous ?» L'applaudissement qui suivit fut tonitruant. Des années plus tard, Léo tiendrait sa promesse. Il créa une fondation d'enseignement des langues pour les communautés défavorisées. Sophie continua dans l'entreprise, devenant finalement foi responsable des opérations foi, et Guillaume étendit ses programmes d'opportunités à d'autres entreprises. Mais le plus important, ce n'étaient pas les titres ni les réussites, c'était le changement silencieux qui se produisit dans des centaines de vies. Les personnes qui furent vues alors qu'elles étaient invisibles auparavant, les talents qui furent reconnus alors qu'ils étaient ignorés auparavant, les portes qui s'ouvrirent alors qu'elles étaient fermées auparavant. Parce qu'au final, ce n'était pas seulement l'histoire d'un enfant qui avait répondu au téléphone. C'était l'histoire de ce qui se passe lorsque quelqu'un décide de regarder au-delà de l'évidence, lorsque quelqu'un choisit la dignité plutôt que l'indifférence, lorsque quelqu'un comprend que la valeur humaine ne se mesure pas au poste ni au compte en banque, mais au cœur et à l'effort. Sophie et Léo n'oublièrent jamais d'où ils venaient, mais ils ne laissèrent pas non plus cela définir jusqu'où ils pouvaient aller. Et quelque part, dans un lieu au-delà du temps, mémé Ingrid souriait parce que les mots qu'elle avait enseignés à son petit-fils dans cette petite cuisine n'avaient pas seulement préservé une langue, ils avaient préservé une connexion, une mémoire, un héritage qui finirait par changer des vies. Parfois, les plus grandes choses commencent par les plus petits gestes. Une grand-mère enseignant des mots, une mère travaillant en silence, un enfant répondant à un téléphone
et un homme décidant de voir. C'est tout ce qu'il faut pour changer une vie, ou peut être pour changer le monde.